on a 10 personnes, c'est tout. Pour le coup, on a le quadruple, donc franchement, ça fait vraiment giga plaisir et on espère que ça va vous plaire. Hein. On a la pression de fou là, du coup. Donc, même pas à quel point là. C'est bon pour l'enregistrement, du coup, quand c'est bon pour toi, Maxime, on peut y aller. Ok. Bon, on va pouvoir commencer du coup, peut-être. Ça va, Sarah, tout le monde? Ouais. Yes, c'est bon pour moi. Bon, du coup, donc, pour ceux qui avaient raté la mini présentation, on se retrouve pour le premier Brain Talk, donc l'assaut Brainbow. Donc, on va aborder le thème de la conscience. Un petit peu abstrait, tout ça, et un petit peu, c'est un petit peu un challenge pour nous parce que forcément, c'est tellement vaste le sujet, tellement de trucs à dire. Enfin, est-ce qu'on peut poser une définition dessus, etc. Donc, pour cela, enfin, on a préparé 2 petites présentations, donc faites par Sarah et par Raph, et ensuite on va passer sur un petit débat tranquillou où chacun pourra intervenir. Comme ça, vous partirez avec des petites connaissances sur la conscience, savoir un petit peu ce qui se fait d'un point de vue neurobiologique grâce à Raph. Mais juste avant, vous aurez le point de vue éthologique, c'est-à-dire comparer avec les animaux et peut-être même proposer un modèle en parallèle avec les humains de la conscience. Voilà, voilà. Mais avant ça, encore, on va ouvrir un petit créatif. Comme ça, on va avoir un petit peu une idée de ce que vous pensez pour voir voilà, comment, à quel sujet être informé, ce que vous pensez en général à propos de tout ça. Donc, je vais vous envoyer le lien de suite. Hop. Voilà, il faut que vous alliez sur Socrative Student du coup. Donc, hop, si jamais. Je vais envoyer sur le chat. Hein. Ouais, je mets sur le chat. Et vous rentrez le code BrainTalk. Ça, c'est le code qu'il faut rentrer. Voilà. Check, check, check. Vous inquiétez pas, c'est complètement anonyme aussi. Hein. Il n'y a pas de mauvaise réponse ou quoi. C'est juste pour nous. Je vais peut-être vous faire un partage d'écran, comme ça vous pourrez voir les réponses, mais il n'y a pas de nom, vous inquiétez pas. Voilà, genre, vous savez pas, ah mince, on va voir ma réponse. Voilà. Donc si jamais. Le partage d'écran. C'est la première fois qu'on manipule Jitsi. J'avais fait un petit truc avant, donc. Mais si jamais. Hop. C'est bon pour le partage d'écran là ou pas? Ouais, ça marche. C'est bon. Ouais. Ouais, ok, parfait. Ok. Ok, donc cerveau, neurones, donc peut-être des éléments un peu anatomiques. Genre, est-ce qu'on pourrait localiser la conscience en vrai? Pourquoi pas? Est-ce qu'on peut la limiter dans le cerveau? Présence. En vrai, ouais, voilà, ça c'est un sujet qui est pas mal. Parce que est-ce que on peut dire, par exemple, notamment, enfin, je sais qu'il y a des étudiants en médecine dans la conférence, même ça parle à tout le monde de toute façon, un patient qui n'est pas forcément présent, c'est-à-dire un patient qu'on dit inconscient, est-ce qu'il est vraiment inconscient? C'est-à-dire un patient qui ne répond pas au stimulus, est-ce qu'on peut dire qu'il est forcément inconscient? Enfin, qu'est-ce que ça voudrait dire? Enfin, à partir de quel moment on peut dire qu'un patient est inconscient ou pas? C'est une limite qu'il faut fixer. Donc, on a une certaine définition en médecine de la chose, mais est-ce que ça nécessite une certaine présence éthique? Oui, il y a des questions éthiques, bien sûr, qui se posent dessus. Ok, ok. Vous avez des choses à dire dessus, Raph ou Sarah, ou pas? Non,
Non, mais je pense qu'il y a des concepts déjà assez intéressants qui ressortent. J'ai vu parler de dualité, de psychologie, d'esprit, etc. Donc c'est des choses sur lesquelles on va revenir. C'est intéressant que ça sorte déjà dans le questionnaire. Ouais, je suis complètement d'accord. Du coup, on va passer à la question suivante. Ok. Pardon pour le truc, je sais pas ce qui s'est passé. Hop. Hop, non, c'est pas ça. C'est ça. Voilà. Là, c'est le moment où il y a un peu de silence, ne vous inquiétez pas, il y aura un petit peu plus de bruit après. Vous avez bien la question ou pas? Ouais, perso, c'était nickel. Ok, nickel. Est-ce que tu pourrais donner plus de détails sur la question? T'entends quoi par objectiver? Objectiver, donner une réelle définition en 5 jours. C'est-à-dire, est-ce qu'un jour, on pourra dire, ok, la conscience, c'est ça? Ok. Voilà, de manière, enfin, grosso modo, quoi. Bon, je vais afficher les résultats, sauf si, bon, il reste quelques petites secondes encore. Il est top votre truc de sondage là. Je connaissais pas. Ça marche bien. Ça marche pas? Non, ça marche bien justement. Ah, ok, pardon. Excuse-moi. Non, t'inquiète. Bon, on va passer aux résultats. Ok, c'est giga partagé. C'est giga partagé. Et oh, les chiffres, ils sont quasiment équivalents. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a dit un oui, mais qui voudrait parler? N'hésitez pas. Et ne vous battez pas. Je peux y aller, hein, si vous voulez. Aidez-vous. Ouais, carrément. Je dirais que la conscience, de manière générale, on va forcément progresser dans sa compréhension. Donc on se rapproche du oui, on se rapprochera toujours du oui. Après, de là à dire qu'on pourra l'objectiver, donc poser une définition avec un nombre, enfin quelque chose de carré, je pense qu'on peut attendre longtemps dans le sens où déjà les avis divergent à propos de ce qu'est la conscience. Donc si on arrive à objectiver la conscience, ça veut dire qu'on arrive à unir tout le monde sur une définition, ce qui me semble compliqué. Et même si on progresse, il y aura toujours plus à savoir, selon moi. Ok. Il y a quelqu'un? Ok, bah super, merci en tout cas. Et est-ce que quelqu'un qui a mis un non mais peut partager sa réponse ou enfin, son avis? Moi, j'ai mis ça. Et du coup, c'est ce que vient de dire Malou, mais dans l'autre sens. Dans le sens où, comme il n'y a pas de consensus, il n'y a pas d'unité autour d'une définition, donc c'est pas objectivé. Mais comme chacun a un peu son avis sur la question et qu'il y a quand même des petits groupes d'idées qui se détachent, on peut faire une espèce de multi-définition, mais je suis pas d'accord sur le fait d'objectiver la conscience pure et dure. Voilà. Ok, d'accord. Donc ouais, vous rejoignez certains points. Bon, bah, c'est cool. Juste, Ouais. excusez-moi, j'avais une question qui n'a pas vraiment de lien indirect avec la question. Je veux juste savoir, est-ce qu'il y a des personnes qui écoutent là et qui sont pas du tout soit en master de biologie ou soit en fac de médecine ou pharma. S'il y a des gens hors cursus bio, moi, Mathurin. Ah, du coup, t'es en quoi, Mathurin ou... Le temps, je vous passe la question. Ah, tu fais des maths. D'accord. Ok. Et comment t'es tombé dessus là? Mathias, oui. Ah, il y en a deux. Mathurin, Mathias. Du coup, vous êtes en quoi? Ah oui, d'accord. Mais sinon, ta formation, Mathias, c'est quoi? Enfin, école d'ingé en... En télécom. Okay.
Ingénieur télécom, ok. Ingénieur agronomique Delphine, ok. Non, il y a plein d'ingé. En vrai, moi aussi, j'étais passé par une prépa ingé avant pour faire des recherches sur la conscience, donc je comprends. Voilà. Enfin, genre, prépa... Pardon? Ézéchiel, il y a une personne encore qui n'a pas parlé, qui a dit oui, je crois. Ézéchiel, avec un... Je ne sais pas si c'est elle ou si c'est lui. Oui, je sais pas. Bon, ok. Bonsoir. Il y a une autre question sur l'autocritique, si jamais, du coup. Vas-y. Et après, on va pouvoir discuter un peu. Hop. Si jamais pendant ce temps, si vous demandez combien de temps ça va durer, en fait, même nous, on ne sait pas forcément. C'est une discussion qui va être organisée, donc en soi, dès qu'il n'y aura plus forcément de matière à débat, ça sera fini. Si vous voulez partir en pleine nuit, vous pouvez, on ne vous retient pas. Voilà. Donc il n'y a pas forcément de temps prédéfini. S'il faut, jusqu'à 23h, on y sera. Moi, j'y crois pas forcément, mais mais bon, on sait jamais. Bon, allez, on va partir sur les résultats. Ok, là, par contre, on est beaucoup plus orienté vers le oui. Le oui, mais est-ce que quelqu'un peut proposer son oui, mais Moi, j'avais mis oui, mais. Ok. Et j'avais mis oui, mais parce que je pense oui, mais dans le sens où, à moins que de manière très science-fiction, on parvienne à rentrer en contact avec eux, faire parler avec eux, on n'en saura jamais rien, ou on n'arrivera pas forcément, pas à le toucher, mais à le prouver vraiment. Ok, d'accord. Ok. Ouais. Et un non mais pour voir. Ça va être plus dur à trouver un non mais. Tu as aussi une réponse de Mathurin sur le chat. Ok. Ouais, car n'ayant pas de définition de la conscience ni de protocole pour tester son existence, on n'en sait rien pour l'instant pour les animaux. Ok. Ouais, c'est vrai qu'on n'est pas forcément au top. Il y a plein de recherches dessus, mais c'est vrai qu'on n'est pas forcément incollable sur la conscience. Sinon, il n'y aurait pas forcément de débat d'ailleurs. C'est un peu le but du truc, donc voilà. Bon, pas de nommé qui veut s'exprimer, ou un nom même tout court. Bon, pas grave. Du coup, ce que je vais faire, c'est que donc on va terminer les Socratives, voilà, et on va pouvoir passer aux petites présentations. Donc, en premier lieu de Sarah, oui, puis de Raph. Donc, Sarah va vous présenter l'éthologie, le côté éthologique de la conscience, donc c'est-à-dire faire en parler avec les animaux. Donc, je vais la laisser parler pendant quelques petites minutes, et j'espère que ça vous intéresse. Voilà. Donc, je vais arrêter le partage d'écran de mon côté. Donc, on partage son petit diapo. Hop. Merci. Non, je t'ai laissé la place. Merci bien. Alors, vous me direz quand ce sera bon pour vous, pour le partage d'écran. Alors, on va faire ça. Comme ça. Hop. Est-ce que vous voyez? Oui. Yes? Ok, nickel. Bon, parfait. Alors, vous m'entendez bien? C'est bon? Oui, c'est bon. Ok, parfait. Ouais. Alors, du coup, moi, je vais vous parler de la conscience donc animale qui va donc poser question à la fois en philosophie et en éthologie. Et c'est pour ça que je vais commencer par un contexte philosophique, avec la question qui a été posée depuis plusieurs siècles, qui est de savoir si l'animal n'est qu'une machine.
Alors, le contexte philosophique, pour commencer, avec René Descartes, qui considérait, d'après le discours de la méthode, que les animaux étaient en fait uniquement des machines. Donc là, je vous ai mis une citation de son discours de la méthode. S'il y avait de telles machines qui eussent les organes et la figure extérieure d'un singe ou de quelque autre animal sans raison, nous n'aurions aucun moyen pour reconnaître qu'elles ne seraient pas en tout de même nature que ces animaux. Ce que Descartes explique, c'est que selon lui, l'animal n'a ni âme, ni raison, ni pensée. Donc il réagit en fait comme un automate qui va recevoir des stimuli et qui va avoir des réponses comportementales qui vont correspondre à ces stimuli. En revanche, il fait la distinction entre les animaux et les hommes, puisqu'il considère que l'homme dispose de la pensée, du langage, de l'âme, de la raison. Et c'est donc selon les tirs de Descartes que va naître le mouvement qu'on appelle le dualisme, qui fait la différence en fait entre le corps et la pensée, ou le corps et l'esprit, avec le corps qui est désigné sous le terme de res extensa, et la pensée désignée sous le terme de res cogitans. La vision dualiste a été ensuite contestée par plusieurs chercheurs, y compris Charles Darwin, qui, dans la filiation de l'homme et de la sélection liée au sexe, dit que la différence d'intelligence entre hommes et animaux les plus évolués, aussi grande soit-elle, est une différence de degré et non de nature. Donc c'est quelque chose qu'il dit en 1871, et ce que cela induit, c'est que selon la théorie de l'évolution qui donc est apportée par Darwin, la conscience n'a pu apparaître que progressivement pendant l'évolution des espèces. Il n'y a pas eu un bond. Sarah, excuse-moi de t'interrompre. Ton son grésille un peu. Vas-y. Ton micro, il grésille un peu. Okay. Peut-être qu'il est trop proche ou je sais pas. Ou... Ok. Hop. Ouais, c'est vrai que c'est un peu bizarre, mais c'est pas grave après. Attends, je vais essayer de mettre le casque. Hop. Pour que ce soit agréable. Hop. Est-ce que vous m'entendez bien là? Je crois que c'est pire en fait, donc du coup j'aurais peut-être mieux fait de me taire. Ouais, je pense que c'est pas forcément mieux là. Ouais, du coup, D'accord. C'est pire là? Là c'est parfait. Ouais. Là, ce que tu viens, le son que tu viens Là, c'est bon là? Là, il est bien. Il est très bien. Nickel. Ok, parfait. On va continuer comme ça. Ok, alors je vais remettre en plein écran. Parfait. Donc, j'en étais donc au fait que, selon Darwin et sa théorie de l'évolution, la conscience n'a pu apparaître que progressivement. Il n'y a pas eu un bond évolutif entre les autres espèces et l'espèce humaine qui serait la seule à être dotée de conscience. On a ensuite eu un certain nombre de scientifiques qui ont suivi donc ce mouvement et cette pensée darwiniste, dont George Romans, qui dans son ouvrage Animal Intelligence parle de la conscience animale en disant qu'elle est comparable à celle de l'homme par analogie, pas qu'elle est similaire, mais qu'elle est comparable, que ce sont deux choses de même nature et comme le dit Darwin, qui divergent seulement au niveau du degré. Vient ensuite Aldous Huxley qui émet l'hypothèse des animaux automates en disant que chez les hommes, comme chez les animaux, il n'y a pas de preuve qu'un quelconque état de conscience est la cause de changement dans le mouvement de la matière de l'organisme. Cette pensée-là, qui correspond à l'épiphénoménisme, est la thèse des automates conscients. Ce que Huxley a essayé de faire à ce moment-là, c'était d'allier la thèse cartésienne et la théorie de l'évolution. Donc à la fois la théorie de Descartes, qui faisait la différence entre hommes et animaux et entre corps et esprit, et il a voulu l'associer à la théorie de l'évolution de Darwin qui, lui, gomme cette distinction entre hommes et animaux. Donc ce que dit Huxley, c'est que la conscience se situe dans le lobe frontal des vertébrés, et que pour cette raison, il n'y a aucune raison que les vertébrés, qui soient animaux ou humains, présentent une différence en termes de nature de ce qu'est la conscience. Il réinscrit ainsi l'homme au sein du genre animal. Cependant, dans cette pensée-là, la conscience est considérée comme étant une conséquence de mouvements cérébraux. Donc il parle bien de substrat au niveau cérébral, mais il considère que la conscience ne peut pas agir sur le cerveau. La principale objection qui est émise envers la pensée de Huxley, c'est la théorie de l'évolution elle-même. En fait, ce qui est problématique dans cette pensée-là,
c'est qu'il y a toujours une distinction qui est présente. Dans ces expériences, en fait, Huxley a démontré que, par exemple, en privant une grenouille de ses membres, s'il la remettait dans l'eau, elle continuait à nager, à essayer de nager. Donc, il n'arrive pas, en fait, à uniformiser ce qui est substrat neuronaux et pensée philosophique. Alors, après on a fait une première mise en contexte à travers les pensées philosophiques, un petit historique. Je vais maintenant vous parler des recherches en éthologie par rapport à la conscience animale. Donc, comment on cherche à démontrer la conscience. Alors, la première question qui est importante de se poser, on en parlait tout à l'heure, c'est la définition de la... Ouais, oui. Excuse-moi. C'est vraiment dommage parce que c'est super intéressant, mais la qualité du micro, elle est vraiment hardcore. Ouais. Si tu as une autre idée pour régler le problème, parce que c'est, je pense, c'est vraiment dommage, quoi. La qualité de l'image est pas mal? Non, ouais, l'image, c'est bon. Mais le micro, vraiment, c'est... Je sais pas pourquoi. Mais en fait, quand tu parles lentement et pas trop fort, ça marche mieux, je crois. Ok, bah, du coup, je vais essayer. Vous m'entendez bien, là, comme ça? Ouais, c'est mieux. J'essaye de parler doucement. Là, ça va? Ok, on va faire ça comme ça, là. Du coup, donc, on en parlait tout à l'heure, la définition de la conscience est importante. En fait, il se trouve que plusieurs neuroscientifiques, dont Richard Frakovac, se sont réunis autour de cette question. Et en 2004, ils ont donc publié Human Brain Function, dans lequel ils disent qu'à l'heure actuelle, en fait, on n'a aucune idée de comment la conscience émerge de l'activité du cerveau. Et donc, c'est un terme qui ne peut pas être défini pour le moment en termes scientifiques, et que, quelle que soit la définition qu'on essaierait de donner de manière précise de la conscience, elle ne serait pas exacte et ce serait une démarche prématurée, parce que tout simplement, nous n'avons pas encore les connaissances nécessaires pour la définir. À défaut d'étudier directement donc, la conscience chez l'animal, la recherche va se porter sur différents aspects. J'en ai représenté 3 ici, mais c'est pas exhaustif. Parmi les aspects qu'on étudie, à défaut donc d'étudier la conscience, il y a la sensibilité. Il y a aussi ce qu'on appelle awareness et self-awareness, que j'ai laissé en anglais ici, parce qu'en français, c'est ce que l'on traduit par le terme conscience, alors qu'il y a la différence en anglais. Donc la sensibilité va correspondre à l'expérience que l'on fait d'une perception. La self-awareness, c'est en fait la conscience de soi-même. Et l'awareness, c'est la conscience du monde extérieur et les relations que l'on a avec. Alors concernant la sensibilité, il y a donc en éthologie des recherches pour mettre en évidence la douleur chez l'animal. Et ce qu'il est important de savoir dans ces recherches-là, c'est qu'il est important de faire la différence entre ce qu'est la nociception et ce qu'est la douleur. La nociception, c'est un phénomène biologique, c'est la perception nerveuse que provoque un stimuli négatif et qui va déclencher une réponse de l'arc réflexe. C'est quelque chose de physiologique. La douleur, en revanche, elle est subjective, c'est l'affect négatif, c'est l'expérience que l'on va avoir vis-à-vis de cette nociception. Alors, on peut compter dans les tests comportementaux des tests comme celui du retrait de la patte ou de la queue qu'on utilise chez la souris, ou le test de la plaque chaude ou de la plaque froide, qui sont donc des expériences comportementales et éthologiques qui visent à évaluer le ressenti de la douleur par l'animal, ou de la nociception, puisque ce serait la perception nerveuse qui serait alors évaluée. Ce genre de test est utilisé notamment pour évaluer la sensibilité aux antalgiques. Les antalgiques sont là pour effacer ou diminuer la sensation de douleur. Ensuite, pour ce qui est de la self-awareness, il y a un test qui est assez connu, que certains d'entre vous connaissent sûrement, qui est le test du miroir. C'est un test donc, qui a été mis en place par Gordon Gallup. Et l'objectif est de voir si les animaux sont capables de reconnaître leur propre reflet dans un miroir. Pour nous, humains, c'est facile de savoir si on se reconnaît dans un miroir. Pour les animaux, c'est plus compliqué. L'astuce est donc
de placer une marque, en général, sur la tête de l'animal, pendant qu'il dort, par exemple. Et ensuite, on lui propose de se regarder dans un miroir et on observe son comportement. Et on considère que l'animal a conscience que c'est son reflet qu'il voit dans le miroir quand il a des comportements de type, il va se déplacer pour mieux voir la croix qui est sur lui, il va faire des flexions, ou, et c'est le meilleur cas pour cette observation-là, il va essayer de toucher avec une patte, avec sa trompe pour l'éléphant. Donc ce test a démontré que plusieurs espèces se reconnaissaient dans un miroir, et parmi ces espèces, on a le dauphin, le perroquet gris du Gabon, l'éléphant d'Asie, et pas celui d'Afrique. On a les singes, le bonobo et le chimpanzé, et également la répanda. Donc on a une grande diversité d'espèces qui réussissent ce test du miroir. Les limites de ce test, en revanche, tiennent au sens principal qui est utilisé par espèce. Par exemple, dans des espèces qui vont utiliser plutôt l'odorat, ce sera compliqué de demander à leur vision, en fait, de leur permettre une connaissance de leur reflet. Aussi, on a dans les limites une adaptation du miroir à l'espèce. Je parlais tout à l'heure du fait que les éléphants d'Afrique n'ont pas passé ce test, pas parce qu'ils ont échoué ou parce qu'ils n'ont pas touché la marque, mais parce que les miroirs ne sont pas adaptés et qu'ils les cassent à chaque fois. Ce qui est un peu anecdotique, mais ça mérite d'être souligné. Et par exemple, les éléphants d'Asie, il a fallu trouver des miroirs plus grands parce qu'au départ, on faisait l'expérience sur des miroirs trop petits pour eux. Et pendant longtemps, on a cru qu'ils ne pouvaient pas se voir. Ensuite, pour ce qui est de l'awareness, ici, j'ai décidé de prendre un exemple précis. L'awareness, c'est quelque chose de très global. Ça peut être tout ce qui est conscience de son environnement dans toute la variété, la diversité de stimuli que ça peut représenter. La théorie de l'esprit, c'est la capacité qu'a un animal à attribuer un but, une intention, un état de connaissance ou d'attention à un autre individu, qu'il soit de la même espèce ou d'une espèce différente. Le terme théorie de l'esprit a été introduit par Prema et Woodruff, qui ont travaillé sur le chimpanzé Sarah. Et en fait, au cours de ces expériences, ils ont montré à Sarah des photos d'expérimentateurs humains qui étaient confrontés à des problèmes à résoudre. Par exemple, attraper une banane qui était hors de portée ou faire fonctionner un chauffage qui ne marchait pas. Ils lui ont montré des vidéos de ces problèmes et ensuite ils lui ont proposé des photos pour résoudre ces problèmes-là. Et il se trouve qu'en visionnant les vidéos, le chimpanzé a pu faire une attribution d'intention et comprendre le but de la personne et ensuite trouver une solution adaptée. Il y a énormément d'expériences qui sont faites sur la théorie de l'esprit, sur des espèces assez diverses, sur les perroquets gris du Gabon et les chiens notamment, sur des corbeaux aussi, et sur les oiseaux. Ce sont des expériences qui souvent portent sur l'attribution de connaissances, par exemple, dans le cadre de vol de nourriture. On s'est rendu compte qu'un oiseau, lorsqu'il cachait de la nourriture et qu'il voyait qu'il était observé par un autre oiseau, avait tendance à la cacher ensuite ailleurs, parce qu'il savait que l'autre oiseau avait connaissance. C'est l'interprétation qui en est faite, en tout cas. Il y a aussi des expériences qui sont faites chez l'enfant humain. On a longtemps pensé que la théorie de l'esprit n'arrivait qu'à partir de 4 ans environ chez l'humain. Et des études plus récentes tendent à démontrer qu'aux alentours de 1 an et demi ou 2 ans, il y aurait déjà des signes de présence de théorie de l'esprit, que les enfants arriveraient déjà à attribuer des connaissances à d'autres êtres humains. Alors, dans ce genre d'expérimentation... Alors là, c'est totalement à chier. Ouais, là, il n'y a plus de son à un moment. Genre, essaie de revenir comme aux conditions initiales quand on t'avait dit que ça marchait mieux pour voir. Ok. Même si c'est peut-être un problème de peau du coup, mais bon. Vous m'entendez là ? Parfait. Parfait. Ouais, super. Est-ce que je dois reprendre quelque part du coup, si ça a été pas très clair ?
Chez l'enfant, la théorie de l'esprit qui est développée chez l'enfant. Ok. Donc, je disais que chez l'enfant humain, on a longtemps cru que la théorie de l'esprit se développait environ à partir de 4 ans. On arrivait à mettre en évidence d'attribution de connaissances ou d'intentions, surtout chez les enfants à partir de 4 ans. Avec d'autres protocoles qui demandaient moins de capacités cognitives, notamment qui ne demandaient pas l'utilisation du langage, on est en train de démontrer que à partir d'1 an et demi ou 2 ans, les enfants commencent à démontrer ce type d'attribution et donc éventuellement une théorie de l'esprit. Alors 2 questions se posent sur ce genre de recherche. La première est celle du risque d'anthropomorphisme, parce qu'en fait, la théorie de l'esprit a été définie, même si la première utilisation était chez le chimpanzé. L'expérience que l'on vit dans la théorie de l'esprit, qui est d'attribuer une connaissance, de dire je sais que telle personne a tel objectif ou a telle connaissance, c'est une expérience qui, à la base, vient de la nôtre, qui est humaine. Et il est difficile de savoir si un animal va utiliser ce processus pour avoir une attribution de but, d'intention, ou si, par exemple, il y a de l'apprentissage. On s'est demandé, par exemple, pour le cas de Sarah, si il y avait, par exemple, dans les problèmes, le fait de brancher un phonographe. Et on se demande si elle a compris l'intention ou si c'était simplement de l'apprentissage parce qu'elle a vu les expérimentateurs déjà faire ce processus-là de brancher un phonographe. Donc il faut se méfier toujours du risque d'anthropomorphisme, et c'est le problème de toute façon de toute l'approche éthologique, c'est un souci constant. Et donc de la même façon, en lien en tout cas, il y a la question de la subjectivité. Du fait que c'est une expérience qui, à la base, vient de l'expérience humaine. Et il faut garder à l'esprit que cette expérience-là est subjective. Elle est propre à un individu, c'est l'individu qui le ressent, et il ne peut pas le communiquer à quelqu'un d'autre. Donc ces approches nous apprennent, entre autres choses, que l'obstacle principal est la subjectivité. À ce sujet, il y a des travaux intéressants qui sont faits notamment en philosophie. Il y a notamment l'exercice de pensée du zombie philosophique. L'expression provient à l'origine de George Tutt, qui parlait du monde zombie. En fait, l'expérience de pensée du zombie philosophique consiste à se demander s'il y avait une personne qui était constituée exactement de la même matière que nous, qui serait notre jumeau en termes de matière, mais qui n'avait pas de conscience, comment est-ce que l'on mettrait en évidence cette différence-là ? Puisqu'il aurait les mêmes réactions en termes de réflexes, mais on ne pourrait pas démontrer si son expérience est différente de la nôtre ou pas, puisque ce sont justement des expériences très subjectives. On retrouve cette question de la subjectivité dans un article qui est très populaire de Thomas Nigel, qui s'intitule What is it like to be a bat? Dans cet article, Thomas Nigel parle de l'écolocation chez la chauve-souris, en disant que c'est un phénomène dont on comprend tout le fonctionnement physique. On comprend très bien comment fonctionne l'écolocation avec les ondes, étant donné que la chauve-souris du coup se déplace en émettant des ultrasons et en recevant du coup les stimuli réponses et en se dirigeant dans son espace de cette façon. Même si on comprend toute la mécanique derrière, on ne pourra jamais savoir ce que c'est que d'expérimenter l'écolocation. Et ce qui nous amène du coup au concept de qualia, qui a été popularisé par des expériences de pensée, dont celle de Frank Jackson en 1982. L'expérience de pensée de Frank Jackson, elle consiste à dire que si l'on a des spectres de couleurs inversés, si par exemple, moi je vois le rouge, comme on le connaît tous, mais que quelqu'un d'autre voit le rouge comme le vert, son expérience lui sera propre et on pourra même ne jamais se rendre compte de cette différence. Puisque pour lui, ce qu'il appellera rouge sera vert, et ce que moi j'appellerai rouge sera rouge, mais ça ne tient qu'à une expérience subjective.
Et ce concept de qualia, du coup, est une idée qui est très débattue parce que le problème, entre guillemets, avec cet aspect-là, c'est que ça refait mettre un pied dans ce qui était à l'origine l'idée de Descartes, qui est le dualisme, qui considère qu'il y a une différence entre le corps et la matière, et l'esprit, qui correspondrait donc ici à l'expérience subjective, qui ne serait caractérisée par aucun phénomène physique. Et donc, sur ces réflexions, je vais rendre la parole à Maxime. Hop, yes. Bah, du coup, merci beaucoup. Bon, j'espère que ça vous a pas trop perturbé le son. Du coup, on va passer à la partie de RAF, hein. Du coup, et on espère que ça vous a intéressé. Après, on va revenir dessus sur les petites notions. Est-ce que vous avez des questions, premièrement? Après, on peut prendre des questions à la fin, des petites présentations rapides. Bien sûr. Ouais, bien sûr. Aussi. Mais si vous en avez directement à chaud, c'était pour ça. Voilà. Enfin, n'hésitez pas à les poser dans le chat ou à lever la main ou des choses comme ça. On y répondra. Enfin, juste sachant que l'idée, c'est quand même que ça soit une discussion en fait collective, plus que un échange unidirectionnel entre ceux qui présentent le sujet et ceux qui l'écoutent. Hein. L'idée, c'est juste de placer un peu le cadre et ensuite de partir sur un échange collectif. Bon, voilà. Ouais, voilà, c'est ça. Après, on va essayer de partir dans les petits débats, des choses comme ça. On va essayer de faire des petits trucs sympas, quoi. Voilà. Bon, bah vas-y, Raphaël, je te laisse la parole, du coup, et à toi de jouer. Hein. Il y avait juste une question de Théo, mais peut-être qu'on pourra la prendre après. Bon, je vais essayer de... Oui. Avant d'introduire les débats, on répondra aux questions, du coup, si jamais. Vas-y. Mais bonne question. Qu'est-ce que tu entends par continuum, Théo? Théo, qu'est-ce que tu entends par continuum? Enfin, je comprends le mot continuum, mais dans le cas de la conscience, ce serait quoi? L'idée d'un continuum de la conscience. Je pense avoir compris, mais c'est juste pour être sûr. Je sais pas si tu écris ou si tu n'as pas de micro. Ou... Donc oui, c'est l'idée d'une échelle, ouais, dans les niveaux de conscience, quoi. Alors c'est intéressant parce que peut-être que dans la présentation que je vais essayer de vous faire là après, tu auras peut-être quelques éléments de réponse, ce qui ne sont pas les miens évidemment, qui sont ceux que j'ai pu prendre dans la littérature, notamment de ceux qui sont issus des travaux de Stanislas Dehaene, donc qui travaille à Neurospin à Paris. Mais après, je veux dire, c'est pas, alors parce qu'on est un peu silencieux, enfin, personne n'ose prendre la parole au micro. C'est pas nécessairement à nous de donner les réponses. Hein, vous pouvez prendre des réponses, enfin, prendre la parole et donner vos réponses si vous en avez envie. Concernant, par exemple, la question de Théo sur l'idée de continuum. Oui, alors pour revenir sur cette histoire de continuum. Ah ouais. Pardon. Vas-y, je t'en prie. Vous m'entendez bien? Puisque je vous entends relativement bien. Je pense que ma connexion n'est pas très bonne. Très bien, on t'entend très bien. Nickel. Pour revenir sur cette histoire de continuum, en parallèle de ça, il faut aussi considérer que la conscience, elle peut être vue comme une entité. Ah ben non. On t'entend bien. Là, par contre, ça a coupé. Elle est partie. Elle est déconnectée. Noémie Roufian. Ouais. Non, mais sinon... Ouais. Sinon, ce qu'on peut essayer de faire, c'est de répondre aux questions après, comme ça fera une petite introduction au débat en plus. Comme ça, tu fais ta présentation d'abord, Raph, et on part sur ça. Mais peut-être, Théo, juste avant de commencer, peut-être Théo, dans ton idée de comment définir justement la gradation, dans ton échelle, dans ton idée de continuum dans
en la conscience, peut-être que la théorie de Stanislas Dehaene, du coup, peut-être, il y a un petit graphe, il y a une petite représentation qui est sympa et qui peut peut-être imaginer un peu l'idée d'échelle que tu veux, que tu as du mal à définir. Enfin, après, bon, c'est pas une définition de la conscience, hein, c'est un modèle, ils essayent. Ça veut pas dire que c'est ça la réalité, la vérité. Bon, je vais commencer ma présentation. Petite parenthèse, juste pour le coup, ouais, la réponse écrite de Lucie, je pense elle résume pas mal de trucs qu'on peut voir soit comme un phénomène graduel, soit comme un oui ou non, et comme un on-off. Et du coup, il y a deux modèles de pensée un peu. Alors là, vous voyez la présentation, ouais. Vous voyez ma diapo. Vous m'entendez déjà? Oui, c'est bon, on t'entend et on voit. Ok. Ouais, parfait. Alors du coup, je prends la parole suite à ce que Sarah a dit. Donc moi, je vais essayer de vous parler de l'aspect neurobiologique. Je vais essayer, je dis bien. Donc je vais essayer déjà de suivre un peu, parce que c'est une bonne idée, le fil historique, fil rouge historique amorcé par Sarah, donc en essayant de mettre en perspective un peu le contexte philosophique dans l'histoire. Elle a commencé avec Descartes, et moi, je vais commencer aussi avec Descartes. Bon, il n'y aura pas que Descartes, il y aura ces trois personnages-là que je vais essayer de mettre en scène, une toute petite scène, trois personnages. Bon alors, déjà, ce qu'on peut dire avec la vision de Descartes, enfin, un peu problématique, c'est que elle oppose corps et esprit, comme disait Sarah, et il oppose en fait corps et esprit comme étant différents par nature. Donc, c'est-à-dire que le corps a une nature physique et l'esprit aurait une nature métaphysique, quoi. Donc, et ça nous empêche clairement toute forme d'exploration physique de l'esprit, vu que ça appartient à un autre domaine de la réalité. Et donc, il va falloir attendre près de 2 siècles, l'arrivée de Kant, qui va proposer autre chose, un peu en opposition avec ce que disait Descartes, mais pas totalement. Mais en tout cas, il va rajouter une notion d'action, d'activité. Pour lui, la conscience, en fait, est décrite comme une activité qui structure les représentations. Donc, on passe déjà entre Descartes et Kant, on passe d'un objet, en fait, l'objet ici, c'est la conscience, d'un objet statique et inatteignable par le monde physique, à un objet traduisant une activité, une action, qui devient le point même de scission entre l'homme et l'animal. Donc, c'est assez intéressant, la vision éthologique versus cognition, parce que pour Kant, justement, l'homme est défini comme une entité consciente, et c'est ça réellement qui le distingue des animaux. Et donc, là, la conscience humaine, elle va aussi avoir un autre apport, l'idée de conscience humaine, par Bergson, un peu plus tard aussi. Et lui, il va rajouter l'idée que la conscience, en fait, c'est son objet d'action, c'est le temps. C'est-à-dire qu'en fait, le but de la conscience, entre guillemets, c'est très mauvais de dire ça, mais disons que l'objet sur lequel la conscience exerce son action, c'est la conservation du passé et la projection vers l'avenir. Donc en gros, là, on entend bien, on voit bien de quoi il parle du temps, quoi, et de la mémoire plus précisément. Et ça, c'est intéressant, la mémoire, l'idée de mémoire. Bon, là, du coup, j'avais mis Descartes, Boss Level 100, Kant et Bergson, bon, ils l'ont mis KO, on n'en parle plus. Et donc, du coup, moi, je vais m'arrêter un peu là, parce que aujourd'hui, on connaît, enfin, pas totalement, mais en partie, on connaît les régions où se localise la mémoire. En partie, je dis bien, le modèle n'est pas parfait. Mais on distingue quand même pas mal de catégories de mémoire, donc avec des sous-catégories dans le terme mémoire procédurale, on l'a entendu, mémoire sémantique, mémoire de travail, la mémoire épisodique elle-même faisant partie de la mémoire autobiographique dans un modèle, dans une représentation, je crois bien que c'est le modèle de Conway. Bon, là c'est intéressant, on parle de mémoire, mais au final, là ce que j'essaie de dire, c'est juste que, basé sur Kant et Bergson, on arrive à identifier le substrat sur lequel la conscience va agir. Mais par contre, c'est pas la conscience qui est définie ici, c'est l'objet sur lequel la conscience va avoir une action. Et ça nous amène au deuxième combat, parce que je trouve que c'est drôle de présenter les choses en combat, entre les behavioristes et les cognitivistes. Alors, je crois que c'est dans les années 50. Alors, l'idée, c'est quoi, là? C'est de dire qu'en fait,
les cognitivistes, enfin les behavioristes comportementalistes, eux, leur vision pour l'étude du comportement, c'est de s'arrêter en fait aux influences de l'environnement et aux conséquences de ces influences sur le comportement. Donc on s'intéresse pas en fait à ce qui se passe à l'intérieur de l'individu, le monde intérieur, voilà, il n'y a pas ça. Eux, ça les intéresse pas. Enfin, c'est pas qu'ils le nient nécessairement, mais bon, ils le négligent. Ils se disent bon, ça suffit juste de voir ce qui se passe en entrée, comment on réagit. Et donc voilà, en gros, c'est un peu, on regarde les stimulus conditionnels, et ils prennent quand même en compte la notion de mémoire quand même, donc l'idée de Bergson là, de dire qu'il y a quand même une trace, donc il y a un effet des expériences passées. Mais bon, ils te disent pas où l'effet de l'expérience passée est stocké, quoi. S'il y a une mémoire, il faut bien un espace de stockage, mais ils négligent tout ça, ils se limitent juste à l'entrée et la sortie. Et voilà, ils osent pas aller regarder. Et ils s'opposent du coup aux cognitivistes, qui eux, ils se disent, oui, mais nous, on est intéressés de voir ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte, parce que bon, peut-être que c'est important, ça a peut-être un impact, les stimulus et tout, bon, c'est sympa, on refuse pas votre idée, votre modèle, certainement que les influences environnementales vont jouer beaucoup dans le comportement, mais il se passe peut-être quelque chose à l'intérieur de la boîte, qui est une influence équivalente ou peut-être plus grande, on ne sait pas, sur la réponse qui va sortir. Donc ils refusent de mettre le cerveau finalement dans la boîte. Mais ils s'opposent en fait à un grand problème, un grand frein, qui est les moyens techniques. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas d'IRM à ce moment-là, on ne pouvait pas faire d'IRM fonctionnel par exemple. Et c'est ça, en fait, qui va manquer un peu aux cognitivistes. Et c'est l'outil qui s'est beaucoup développé, du coup, depuis les années 50 jusqu'à nos jours et qui continue d'augmenter. Hein. Technique d'imagerie, bon, là, j'ai juste mis un appareil pour l'IRM, mais bon, il y a plein d'autres types d'appareils qui ont permis cette investigation au niveau neurologique. Et donc, grâce à ces outils, on a pu avoir accès à cette fameuse boîte noire. Et donc faire des liens, des corrélations entre activité dans le cerveau et le comportement qui pourrait éventuellement en découler, mais aussi les stimulations externes au sujet. Et alors, là, on va passer du coup maintenant à la vision un peu plus contemporaine finalement, et au vrai sujet, les substrats neuronaux de la conscience. Donc je pense que quelques-uns ont dû reconnaître ces deux personnes. Donc dans les 2000, on a un médecin ici, Lionel Nakache, et un chercheur psychologue, Stanislas Dehaene, qui vont essayer de compiler un peu dans un papier en fait qui est dans un recueil, dans un journal international de sciences cognitives, pour essayer de présenter ce qui se fait depuis, ce qu'on sait sur la conscience, vu du point de vue des neurosciences, et essayer de bâtir un modèle qui rendrait compte de ces connaissances-là. Donc, ils vont tous les deux coécrire ce papier, et dans ce papier, ils nous disent que pour définir en fait une théorie de la conscience qui va se baser sur une approche de neurosciences cognitives, elle se doit de répondre à trois principes. Donc là, les trois principes, les voici. Le premier, c'est, premièrement, il y a énormément de comportements, enfin énormément de processus même cognitifs qui ne font pas appel, enfin qui ne requièrent pas la conscience. On n'a pas besoin de rajouter la conscience partout. Il y a énormément de choses qui se passent, sans même aller dans le cerveau, le cœur il bat tout seul, etc. Bon, il y a plein de processus physiologiques qui ne demandent pas du tout le besoin d'intégrer la conscience dans le modèle pour le rendre compréhensible. Et puis même dans les processus cognitifs, il existe des processus cognitifs qui pourraient ne pas avoir besoin de la conscience pour être expliqués. Ensuite, deuxièmement, le deuxième point nécessaire à la construction d'une telle théorie, c'est que l'attention doit être un prérequis justement à l'émergence de cette conscience. Donc sans attention, déjà, pas de conscience. Donc l'attention ici, enfin, c'est une action volontaire qui est portée vers un objectif, quoi, quelque part. Hein. C'est volontaire, c'est pas quelque chose qui serait
parce que tout à l'heure, dans les questions, il y avait des notions de libre arbitre. Il y a quelque chose d'assez intéressant dans ce modèle-là qui prend en compte justement l'attention. Et un troisième point et dernier point, c'est que la conscience, du coup, voilà, c'est écrit, récrise pour des tâches spécifiques qui vont impliquer la rétention de l'information de manière durable. Et là, c'est intéressant parce que, juste, bon, si on nommait le premier point qui est quand même très important, déjà, avec ces deux points-là, on retrouve les deux premiers du départ, à savoir Kant et Bergson, parce que je disais, du coup, dans ce que disait Kant, c'est finalement qu'il a rajouté dans la notion de conscience, la notion d'action, que l'on retrouve du coup avec le deuxième point, l'attention. Donc, c'est quelque chose, c'est motiver, quoi, motiver la motion, mouvement. C'est quelque chose qui est en action. Et le troisième point, donc avec Bergson, qui rajoutait cette idée de mémoire, donc de temporalité. Et finalement, ces deux points-là ressortent dans cette théorie développée par Stanislas et Lionel. Donc, on sent bien l'influence philosophique derrière. Et alors du coup, là j'ai pris une petite phrase, mais peut-être j'en reparlerai après. Ils ont donc émis l'hypothèse d'un espace, ils disent global de travail, global working space, voilà. Et l'idée en fait de cette théorie, c'est de se dire que, c'est la phrase qui est juste là, enfin je vous montre juste le modèle et je reviens après dessus, c'est se dire, bon c'est en anglais, c'est qu'il existe donc de multiples réseaux cérébraux modulaires qui vont être activés donc en parallèle et qui vont traiter l'information de manière totalement inconsciente. Voilà. Et donc ces informations vont devenir conscientes, en fait vont accéder à la conscience, lorsque la population de neurones qui porte en fait cette information, qui représente, qui porte ces informations, va mobiliser en fait un regard de l'attention, top-down. En fait, c'est un peu ça l'idée. C'est vraiment être orienté. C'est une orientation de l'attention. Donc, lorsque l'attention va s'orienter sur ces populations de neurones, ce qui se passe, c'est qu'il y a un phénomène d'amplification qui va embraser le cerveau à l'échelle de tous les neurones, à l'échelle en tout cas du cerveau complet. Et c'est cet embrasement, ce phénomène-là, que l'on vit subjectivement comme étant la conscience. Donc en fait, leur modèle, voilà, c'est ça en fait, cette phrase, on peut se réduire à cette phrase et ces trois points-là, et aussi donc de ce modèle, cette représentation-là graphique. Dans cette représentation graphique, en fait, ce qui nous montre, et donc peut-être je vais essayer de répondre, ça va peut-être répondre à la question de continuum, c'est que voilà, bon, il y a une hiérarchie, il y a une zone en fait qui est inconsciente. Donc en fait, il y a des cercles qui définissent des zones, et là, on voit qu'ici il y a des cercles qui sont un peu plus gras, et avec des traits foncés, qui sont des zones connectées. Donc il faut imaginer ici dans la représentation que ces différentes aires là ici représentent des modules dans le cerveau qui vont traiter, je sais pas, la vision, qui vont traiter des informations liées au visage, qui vont traiter des informations liées au nom, au nombre, etc. Et qu'en fait, il y a accès à la conscience de ces informations uniquement lorsque il y a une interconnexion de plusieurs modules, en fait. Et que cette interconnexion est, c'est un terme aussi important, elle est structurée, en fait, dans ces termes qu'ils emploient ici de cohérence. Voilà. Donc c'est une activation cohérente de plusieurs modules, un peu comme ce qu'ils ont essayé de représenter ici là. Donc process mobilized into conscious purpose. Donc c'est ça en fait. Et donc pour ce qui est concrètement des substrats neuronaux, finalement leur théorie il se limite à deux majeurs. Enfin il y en a trois, mais on peut finalement en retenir que deux parce que les autres en fait sont les aires associées à ces deux structures là. C'est premièrement le cortex préfrontal et deuxièmement ce qu'on appelle le cortex singulaire antérieur. Donc, le préfrontal, on voit où il est, enfin, on imagine l'image, là, les petits yeux ici et le front qui est là. Et le cortex singulaire antérieur, ouais, c'est, en fait, c'est la zone, bon, on peut pas la voir, là, si on observe le cerveau de manière externe, mais il faut du coup voir à l'intérieur, ouvrir, en fait, séparer les deux hémisphères, et au niveau du corps calleux, en fait, ça borde le corps calleux.
Et après, il y a donc les aires associées à ces structures cérébrales, à savoir préfrontale et cortex cingulaire antérieur. Donc, voilà pour ce qui est du modèle actuel qui serait candidat pour essayer de définir ce que c'est que la conscience d'un point de vue de neurosciences cognitives. Alors, juste après, pour finir, moi, j'aimerais juste parler d'un petit article que j'avais vu il y a un petit moment et que j'ai trouvé intéressant. J'avais trouvé intéressant et je trouve toujours intéressant. Donc, c'est un article qui traitait de patients dans le coma, comme c'est écrit, et qui essayait d'évaluer le potentiel prédictif, finalement, d'une onde, ce qu'on appelle des potentiels évoqués. En l'occurrence, ici, c'est l'onde P300. Je vous montre juste après pourquoi P300. Et de comparer, en fait, cette onde, cette méthode de prédiction. La valeur prédictive, c'est évidemment, est-ce que le patient va se réveiller ou pas. Hein, c'est la valeur, dans ce sens-là que c'est prédictif. Et donc, de comparer cette valeur prédictive-là avec les méthodes qui pouvaient exister de manière conventionnelle à l'époque, là c'était en 1993, donc EEG et des potentiels évoqués, mais somatosensoriels aussi. Et donc, ils ont comparé ça, je pense que pour ceux qui sont en médecine, ça va leur parler, à un score de Glasgow, donc qui essaye d'évaluer les états de conscience, enfin oui, on peut dire les états de conscience, ça peut encore aider là dans ta définition, ta recherche du continuum, en clinique, quoi. Bon, peut-être que ça a dû évoluer un peu depuis, mais en tout cas, à leur époque, c'était sur ce modèle-là qui se basait. Et donc, juste, je vous présente quelques résultats, parce que je pense que ça peut peut-être aider à lancer la réflexion et des questions dessus. L'article est très court, enfin là vous avez tout pour le retrouver, c'est 4 pages, hein, en retirant la bibliographie. Juste là, un résultat, d'abord juste pour vous expliquer pourquoi c'est P300, c'est un des résultats, c'est que c'est P300, pourquoi? Parce que c'est ce qu'on appelle des potentiels évoqués, donc un potentiel évoqué, c'est, on va mesurer l'activité cérébrale suite à une stimulation. Ici, dans cet exemple, c'était une stimulation sonore, donc. Et en fait, ce qu'il faisait, c'est que par exemple, on a un son qui va être émis, je sais pas, une note de musique, je sais pas, un do, un ré ou un fa, et cette note va être émise de manière répétitive, et puis d'un coup, je sais pas, au bout du 6e temps, par exemple, bam, on va changer de note. Voilà, on va mettre peut-être une octave au-dessus, une octave bref, il va y avoir une nouveauté. On va introduire une nouveauté dans l'information qui est transmise. Il faut savoir que du coup, les patients sont dans le coma. Et là, ce qu'on observe, c'est, bip, on a une réponse. On a une réponse ici, et cette réponse-là, en fait, elle est perçue, donc c'est une modification de l'onde cérébrale, elle est perçue, du coup, 300 millisecondes après la stimulation, d'où P300, ou des fois P3, bon, voilà la raison du nom de cette onde. Et donc là, ici, ce qu'on observe, c'est que voilà, là, c'est le cas... lorsque tout est fréquent, quoi, enfin, c'est la même fréquence, c'est le même son, la même note. Donc voilà, il n'y a rien, quoi. On voit bien qu'il n'y a pas de potentiel évoqué. Et là, c'est le cas où on introduit une note qui vient dégamer un peu peut-être, et bam, là, on a une réponse. Donc ça, c'est pour la P300. Donc c'est ça qu'ils ont mesuré en fait chez ces patients-là. Et ici, ce qu'on regarde, c'est donc le tableau. Comment le lire? C'est simple, c'est qu'on a les 3 conditions d'analyse de l'onde cérébrale. Donc, ici pour regarder la P300, ici pour regarder les potentiels évoqués somatosensoriels, et ici EEG. Et alors, ensuite, en dessous, on voit lorsqu'il y a présence de cette onde, lorsqu'il y a absence, et on regarde est-ce que les patients se sont réveillés ou ne se sont pas réveillés. Donc, on va essayer d'évaluer, et puis avec des vrais faux positifs. Vous connaissez tous tout ça, on va pas parler des stats, parce qu'apparemment, il y a des gens qui n'aiment pas ça ici. Et donc, du coup, juste regarder en termes de pourcentage, la valeur prédictive, en fait, c'est exactement ce qu'ils ont fait, parce que en termes d'échantillons, bon, ils avaient que 20 patients dans chacun des bras, hein, donc vous n'en avez pas tant que ça. Et ce qu'ils ont essayé de regarder, c'est juste le pourcentage. Parmi ceux chez qui on a utilisé le protocole P300 comme moyen de prédiction, combien ne se sont pas réveillés, justement, et justement n'avaient pas émis ce potentiel évoqué.
et ceux qui se sont réveillés et qui effectivement avaient ce truc. Donc on pourrait dire vrai positif et ici vrai négatif, quoi. Enfin vrai négatif plutôt là. Et donc c'est comme ça en fait qu'ils ont essayé d'évaluer. Donc là ce qui est intéressant, c'est que voilà, là on a 5/6 qui se sont réveillés au final et qui présentaient ces tons. Et dans l'article, bon, même si au final le titre de l'article parle de la valeur prédictive de ces ondes pour évaluer le réveil chez les patients en coma, c'est des comas qui sont non hypoxiques. C'est un paramètre important à prendre, je pense, pour ceux qui font médecine. En tout cas, la P300 n'est pas forcément l'idéal, mais ça pose des questions parce qu'elle est pas mal en termes de prédiction quand même vis-à-vis de l'EEG, par exemple. Si on regarde l'EEG, pour évaluer l'événement « je me réveille », sachant qu'effectivement j'ai eu un signal P300, l'EEG n'est pas super. Alors que finalement, la SEP, ce qu'ils appellent donc le potentiel évoqué somatosensoriel, en fait, serait concrètement le meilleur moyen pour prédire actuellement dans cette expérience-là, hein, donc de 1993. Voilà. Il y a eu plein d'expériences qui ont été faites après, et peut-être que certains ici en connaissent d'ailleurs. Mais en tout cas, dans cette expérience-là, la SEP semblait être le meilleur candidat. Par contre, quand on regarde au niveau des vrais négatifs, du coup, l'EEG et la SEP sont au top. Parce que clairement, lorsqu'il n'y a pas de P300, il n'y a jamais de réveil dans cette étude-là. Et pareil là pour la SEP. Donc là, c'était juste, je crois que c'est ma dernière diapo, voilà le Glasgow Coma Score. C'était pour montrer un peu c'est pas vraiment une image de corrélation, mais un peu le lien entre le score, dont vous voyez le tableau et comment il est calculé ici, hein, c'est simple. Le niveau le plus bas, donc c'est le coma total, c'est nul, il n'y a rien du tout, donc c'est 3. Et le score le plus haut, c'est 15. Donc voilà. Donc ils ont comparé ça, le score, qui est là, en ordonnée, et donc là, ici, en dessous, les différents moyens de prédiction. Donc voilà, je crois que j'ai fini, c'était ça. Je vous présentais ça juste pour du coup faire aussi écho à ce qui a été présenté au début par Maxime, avec sa petite question, je pense qu'il est un peu passé à la trappe, concernant les comas. Alors, comment on fait pour savoir si un individu est dans le coma, donc en absence de conscience, en général c'est comme ça qu'on le définit, c'est-à-dire ça c'est une échelle de la conscience, au final, de Glasgow. Est-ce qu'on le débranche, est-ce qu'on le débranche pas, voilà, parce que par exemple, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des personnes qui vont se retrouver du coup avec peut-être un score, parce que c'est des événements rares, par exemple dans le cas, dans ce qu'on observe ici, par exemple avec cette P300, où la P300 serait pas là, ou donc potentiellement on dirait il n'y a pas de raison qu'il se réveille, quoi. Et au final, il se réveille quand même, il y en a quelques-uns qui arrivent à se réveiller. Et donc du coup, c'est pertinent d'avoir une méthode, peut-être basée sur les neurosciences, est-ce que ce sera suffisant ou pas, pour essayer d'identifier sous quels critères on débranche ou on débranche pas un patient dans le coma. Donc voilà, c'est tout pour moi. Je vais du coup arrêter le partage. Hop. Ok, merci beaucoup. Du coup, on a quelques petites questions. Et je vois que la caméra de Benja est allumée. Donc, est-ce que tu peux commencer pour ta question, qui semble compléter un petit peu celle d'Eva d'ailleurs, par rapport au modèle de Boutsaki. Excuse-moi, c'est à moi que tu parlais, peut-être, j'ai pas entendu, parce que je suis en train de lire les questions, vu que je regardais. Non, c'est à Benja ou Eva. Oui, peut-être. C'est Eva qui a posé la question. Du coup. Ouais. Mais du coup, tu avais peut-être une réflexion. Enfin, vous avez quoi comme réflexion avec Eva, peut-être intervenir par rapport à la réflexion que vous aviez par rapport à ça? Alors, je connaissais pas, je connais Boutsaki, mais de sa spécialisation sur les rythmes cérébraux, parce qu'il a écrit un livre dessus, mais je savais pas qu'il avait parlé sur la conscience.
Et du coup, alors je pense que Eva a plus lu là-dessus. Je sais pas si elle peut présenter le modèle, sa réflexion dessus. Enfin, en tout cas, j'ai un peu regardé vite fait. Il a l'air de parler plus, de parler aussi du coup de communication, comme a parlé Raph, de longue distance entre différentes régions du cerveau. Mais lui, il a l'air de rajouter du coup sa compétence sur les rythmes cérébraux en rajoutant les patterns neuronaux, enfin plein de notions un peu énervées en électrophysiologie, quoi. Et du coup, Eva, je sais pas si tu connais. Bonjour à tous. Alors, j'ai pas énormément plus de précisions à apporter parce que ça fait vraiment longtemps que j'ai pas relu ces thèses, je t'avoue. Après, tu l'as assez bien présenté en soi, il proposait un modèle de la conscience en partie lié à tout ce qui est spécialisé au niveau des zones cérébrales pour, en fait, un modèle qui finalement proposait la conscience comme une certaine connectomique entre différentes aires cérébrales qui seraient médiées par le rythme des ondes cérébrales en soi. Après, je t'avoue que j'ai pas trop d'autres informations et c'était un peu aussi par curiosité que je demandais si est-ce que d'autres étaient au courant, est-ce que ça avait été remis dans des papiers un peu plus récents au bout du jour ou pas du tout. Ça a été ou c'est resté un peu dans l'oubli, quoi. C'était une question à la fois, en fait. Ok. Du coup, j'ai pas plus d'infos par rapport à cette théorie. Je sais pas si elle a été republiée dans des papiers récents, mais c'est une bonne question. On peut aller vérifier par nous-mêmes. Je sais pas, Il y a un Sarah, article qui a été publié, il faut que vous regardiez, j'ai pas pu le télécharger, mais peut-être qu'ils en parlent, ça a été publié en mars dans Neurone par l'équipe de 2N. Du coup, je vous mets le lien si vous voulez regarder. Okay. Merci. Donc, voilà. Ok. Parce que quelqu'un d'autre a des infos par rapport à la théorie, on est preneur. Sinon, on va passer. Est-ce que quelqu'un avait des questions par rapport soit au discours du coup de Raph ou de Sarah? Par exemple, on s'est remonté un petit peu. Par rapport à la notion de conscience comme un continuum, plutôt qu'une qualité essentielle qui serait présente ou non. Du coup, il y a matière à débat, j'ai l'impression. Est-ce que tu as changé d'avis ou pas, Théo, par rapport à ta question? Enfin, est-ce que ta question est toujours dans le flou ou pas? Toujours un peu, oui. Ok. Et pourquoi elle est toujours dans le flou? Enfin, après, si tu veux, tu peux allumer ton micro, mais après, je comprends, il n'y a pas de souci. Mais alors moi, je sais pas, vu qu'il est en train d'écrire, Théo, mais même par rapport à la question, je sais pas ce que vous en pensez, parce que bon, après le sondage, on l'a fait déjà plus ou moins, mais par rapport à la capacité des neurosciences cognitives à élaborer un modèle qui rendrait compte réellement de ce que c'est la conscience. Enfin, je sais pas, je serais curieux moi de savoir ce que les gens en pensent réellement. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que réellement c'est une discipline qui a ce potentiel-là? Ou bien en fait il y a une dimension totalement autre, enfin à la conscience qu'on ignore totalement dans le modèle, dans les différents modèles, approches cognitivistes, un peu parce qu'au final dans l'idée de Descartes c'est vraiment voilà l'esprit c'est quelque chose d'autre. Hein. Donc là nous au final on le ramène à quelque chose de très matériel. Est-ce que vous pensez que voilà la biologie, la neurobiologie peut réellement apporter une réponse dessus ou voilà vraiment il y a quelque chose de plus dans la conscience qu'on ignore quoi. Je sais pas si vous m'entendez ou pas. Ouais, on t'entend. Déjà par rapport à la question de Théo, parce que tout à l'heure je voulais répondre, mais j'étais en voiture, donc c'était compliqué. Parce que moi personnellement, je pense que c'est graduel, c'est pas un oui ou non. Pourquoi? Parce que pour moi la conscience, donc il y a une définition
C'est donc la perception chez l'homme de sa propre existence et du monde qui l'entoure. Donc le monde qui l'entoure, je pense qu'il y a plusieurs études qui ont prouvé que les animaux en étaient capables. Donc pour moi, c'est une forme de conscience, etc. Et je pense que oui, effectivement, on a la capacité de le démontrer, mais c'est juste qu'on ne sait pas encore comment, et il faudrait en fait compiler toutes les données. Par exemple, on prend le singe, il a conscience de sa domination, ou il a conscience d'être subordonné à quelqu'un, etc., etc. Il a conscience de son monde qui l'entoure, donc comme, mince, j'ai oublié le prénom, mais qui a fait la présentation sur les différentes, enfin la théorie de l'esprit sur les différents points. Tout ça, je pense que ça peut être ça devrait être relié ensemble, et du coup, ça démontrerait en partie que effectivement, ils ont une conscience, mais comme avec le test du miroir, ça explique bien ce problème-là, c'est que le test du miroir, il a été fabriqué par rapport à nous, donc comme elle a expliqué, hein, encore une fois, de ce qu'on voit, de ce que voilà. Sauf qu'il y a des animaux qui, par exemple, comme elle disait encore une fois, donc par rapport à l'odeur, qui vont plus se baser sur l'odeur. Et c'est pas parce qu'ils n'y arrivent pas le test du miroir qu'ils ne sont pas capables de se connaître eux-mêmes, qu'ils n'ont pas conscience qu'ils sont eux. Donc c'est juste qu'on n'a pas encore fait les bons tests, on va dire ça comme ça. Mais pour moi, oui, il y a une continuité, c'est graduel. On peut pas dire oui ou non, tel animal a une conscience, ou telle espèce a une conscience ou non. Enfin, voilà. Ok. Il y a Théo qui aimerait prendre la parole. Vas-y, si jamais. Ça y est, Marie qui avait la main. Ou alors j'ai rêvé, mais... Non, je crois que c'était Antonin qui voulait prendre la parole. Ah, Antonin a dit qu'il faut... Il a dit qu'il fallait avoir le concept du miroir. Il faut déjà avoir la capacité de comprendre. Ouais, je sais pas si c'est une capacité de comprendre ce que c'est un miroir ou pas, ou c'est juste le fait qu'il comprend que c'est pas un autre animal qui va être dedans. C'est plus dans ce sens-là, en fait. Le miroir, c'est un support qui, pour le coup, est artificiel, mais la réflexion, c'est quelque chose qui se trouve de toute façon naturellement. Je veux dire, un animal peut voir son reflet dans l'eau, peut voir son reflet ailleurs qu'en utilisant ce qui est effectivement plus proche de nous, mais la réflexion, c'est quelque chose de commun et qui se retrouve naturellement. Ouais. Je peux dire un truc? Oui, bien sûr. Dans la continuité un peu de ce dont vous parlez là, dans le truc de preuve de concept, un peu d'essayer de mettre en évidence par des expériences, des mesures, d'une façon ou d'une autre, la conscience. Il y avait une UE, pour ceux qui ont été à Pôle Sam, moi je l'avais faite, un peu de philo des sciences qui est encadrée par Marie-Christine Miquel, pardon. Benjamin, petite dédicace. Et en fait, nous on avait traité un sujet en examen qui était peut-on mesurer la conscience, et notamment avec ce qu'on peut faire aujourd'hui en technique un peu neuroscientifique, donc tout ce qui va être imagerie cérébrale ou électroencéphalographie, et tout le monde s'accordait à dire, surtout la prof en fait, que tout ça c'est des mesures indirectes. Ce qu'on mesure en fait c'est pas la conscience, ça va être une activité électrique, une activité neuronale, soit on peut le faire aussi chez des gens qui sont dans le coma, sans qu'il y ait forcément de stimulation extérieure ou quoi, mais que dans tous les cas, c'était hyper compliqué de s'appuyer sur ça pour statuer si oui ou non ce qu'on mesurait, c'était bien la conscience, parce qu'il n'y avait aucune façon de mesurer ça de façon directe. En gros, faut pas tomber dans on mesure quelque chose, c'est forcément la conscience. Ce qu'on mesure, c'est un signal électrique, et nous, on a décidé, pour ceux qui sont d'accord avec ça, pour cette théorie, et qui sont plutôt partisans de ce concept, les gens ont dit je détecte un signal sur mon EEG, c'est des ondes de tel type, donc la personne est consciente. Mais ça, c'est un raccourci en fait qui a été fait, et on peut pas dire directement que ce qu'on mesure, que ce soit sur un IRM ou avec n'importe quelle technique d'imagerie, c'est une preuve absolument irréfutable de la conscience d'une personne ou d'un animal, parce qu'on peut aussi faire de l'EEG et de l'IRM sur un animal. Donc voilà. Même sur les plantes, on peut faire de l'EEG. Moi, j'aime beaucoup l'intervention, parce que justement, c'est pour ça que ma question, parce que moi, en lisant ce que Stanislas Dehaene avait écrit, et même ailleurs,
Et sur son modèle, moi, j'ai plein de questions. Et c'est pour ça que à la fin, mon intervention, c'était, est-ce que vous pensez qu'il manque quelque chose? Alors, j'ai vu que Lucie, pour toi, oui, on peut modéliser, et puis il faut d'abord définir le terme de conscience. J'ai bien aimé que tu dis ça, parce que pour moi, oui, en fait, clairement, je suis d'accord avec toi, Chloé. On regarde quelque chose, mais c'est pas la conscience, c'est nous qui décidons que c'est ça. On dit que oui, effectivement, c'est la conscience. C'est pour ça que cette question, moi, je pense, elle est vraiment intéressante. En fait, vraiment sur la définition. Est-ce que la neurobiologie est capable de définir la conscience? Je sais pas, en fait, moi. Moi, je posais vraiment une vraie question ouverte, parce que c'est une question que je me suis posée en lisant tout ce qui y avait autour. Et puis même, je me suis posé la question au final, parce qu'on parle de conscience collective aussi. C'est quoi est-ce que c'est possible? Parce que finalement, une population, elle a une mémoire aussi. Une population, elle peut décider d'agir collectivement. Donc, c'est un peu comme si elle mettait ce top-down que Lucie a essayé de reprendre aussi. Donc, comme si elle avait une action volontaire dans un sens, quoi. Donc, même une population, est-ce qu'on peut parler de conscience au niveau de la population? Moi, il y a plein de questions comme ça qui me viennent parce que finalement, les définitions que moi je trouve, je sais pas, elles me satisfont pas assez, quoi. Ne satisfont pas assez. Et même l'approche neurobiologique, elle est intéressante, c'est vrai. Elle nous informe sur des choses. Mais alors, est-ce que c'est la conscience? Ou alors, pour moi, ce serait réduire énormément ce que c'est la conscience. Et peut-être qu'en fait, on est dans le rêve, on est dans l'excès quelque part, et on essaie toujours de se mettre au-dessus en disant que l'homme est conscient, et donc la conscience est quelque chose d'énorme. Mais ça se trouve, c'est rien. Parce qu'il y avait une autre question aussi qui me venait, c'était, la conscience, c'est cool, mais ça sert à quoi? D'un point de vue évolutif. Ça apporte quoi, la conscience, finalement? Est-ce qu'il y a une fitness de la conscience? C'est quoi la fitness de la conscience? Est-ce qu'un animal, un organisme vivant, a besoin de la conscience pour pouvoir bien se reproduire, pour pouvoir se maintenir en vie? Tu vois, c'est des questions... Voilà, c'est des réflexions que moi, je trouve pertinentes. Par rapport à cette dernière question, Raph, sur le fitness et l'intérêt évolutif de la conscience, c'est justement ce qui a été ce qui a été le principal argument contre la théorie de Huxley, qui a essayé du coup de réunir un peu ces deux théories, à la fois de Descartes et de Darwin. C'est qu'on lui a dit, d'accord, mais cette conscience, si elle avait aucun intérêt évolutif, logiquement, elle aurait disparu. Elle serait pas présente à l'heure actuelle. Et c'est ce qui a mis à mal la théorie de Huxley, qui était pourtant... Je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord avec le fait... C'est vrai qu'en général, c'est ce qu'on dit, ce qui sert à rien disparaît. Je pense que ça peut mettre du temps déjà à disparaître. Et je sais... Alors du coup, là, je parle d'un sujet que je ne maîtrise absolument pas du tout. Mais j'ai souvenir des cours de licence de L3, comme quoi des fois j'écoute Richard Bon, qui, dans ses cours, en fait, parlait justement... On avait parlé du gène égoïste et de la fréquence de l'apparition de certains gènes, de la répartition de certains gènes dans les populations. Et je sais que dans les modèles qu'ils essayent, je sais de ce qu'il a dit, en tout cas en cours, dans les modèles qu'on essaye de mettre en place actuellement, les scientifiques, les généticiens, c'est de casser un peu cette vision de nécessairement un gène qui ne sert à rien disparaît. C'est pas forcément vrai parce que il y a des fois des gènes en fait qui ont une très faible fréquence d'apparition dans la population, mais qui en fait sont super résistants et qui vont jamais disparaître en fait. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois pas ce que je veux dire parce que je j'ai pas suffisamment de connaissances sur la chose pour pouvoir expliquer peut-être très précisément, mais en tout cas ce que j'en avais retenu, c'est que c'est pas vrai. Cette vision, elle est très schématique et caricaturale de se dire que quand ça ne sert à rien, ça disparaît. C'est pas vrai nécessairement, quoi. Parce que l'idée derrière qu'on a, c'est de se dire il y a un coût au maintien de ce truc-là, ce que tu viens de dire, et donc du coup nécessairement, la nature, elle aime pas gaspiller quelque part. Mais ça aussi, c'est un peu de la téléologie, quoi. Enfin, la nature, elle aime pas gaspiller, ça veut rien dire. Tu vois, il y a beaucoup de raccourcis comme ça, et finalement, qui n'ont pas vraiment d'explications solides, de se dire, ça sert à rien, ça disparaît. Non, pas forcément. Ça sert peut-être à quelque chose que toi, tu ne vois pas, tu ne perçois pas. Mais en vrai, vas-y, Sarah. C'est pas Sarah. Ah merde, c'est Chloé. C'est Chloé. Je pensais que c'était Sarah qui reprenait. Ça y est, je suis vexée. Non, je rigole. Ouais, mais du coup, Raph, en vrai, ton truc là, c'est tout le cœur du problème parce que déjà, on sait même pas ce qu'on veut regarder. Il y en a qui vont dire que ça va être un signal électrique, d'autres que la conscience c'est un comportement, qu'ils le voient dans un comportement. Enfin, déjà, on n'est pas d'accord de base, donc on sait pas ce qu'on regarde et on sait même pas avec quoi le regarder parce que on n'a aucun moyen de le voir. C'est que des approximations. On tourne toujours autour sans aller directement au but. Et moi, je pense c'est pour ça que j'ai répondu au début non, mais c'est que on s'approche. On a des pseudo-définitions, on a plein de petites informations, mais je pense que la conscience est impénétrable. Vraiment, je pense qu'il y a un truc, je sais pas, autre chose.
c'est pas juste. Bon, ça, après, c'est un avis personnel, mais je pense que la conscience, elle émerge pas juste de la matière. Enfin, elle est pas juste. La conscience, c'est pas de la matière, c'est pas juste des neurones, il y a autre chose, quelque chose de plus, mais. Ouais. Bah là, il y Ouais, a, il mais y a quand toute tu une penses à un dimension. truc, quand tu fais un truc, forcément, t'as dans ton cerveau qui va s'activer et du coup, tu vas avoir un pic d'activité électrique ou hormonaux, enfin ce que tu veux, mais il y aura un pic de quelque chose qui va y être. Donc, je pense que la conscience, tu peux le voir comme ça, mais c'est vraiment indirect et c'est très dur de dire oui, ça c'est de la conscience, par exemple. Enfin, pour moi, ça change. Trop, trop facile. Mais Moi, je suis assez pour moi, d'accord. oui. Par contre, tu veux quoi? Je suis assez d'accord avec ce que tu viens de dire. Ah, d'accord. J'avais pas du tout entendu. J'ai une connexion merdique. Mais il n'y a pas, il y a Mais ouais, du coup, il y a pas. Non, non, excuse-moi, vas-y. En fait, c'était juste parce que vous tombiez tous les deux d'accord. Et j'allais demander, mais il y a pas un matérialiste qui va débarquer et qui va dire, mais qu'est-ce que vous racontez? Tout est dans le cerveau, il n'y a pas besoin d'aller chercher ailleurs. J'aurais bien aimé qu'une personne intervienne comme ça. Il y a quelqu'un qui a répondu non au début, donc il y a forcément quelqu'un qui est pas d'accord avec ce qu'on dit depuis tout à l'heure, je pense. Bon, bonsoir. Je suis Fares, je voudrais intervenir si je peux prendre un peu de temps. Moi, je travaille sur la mémoire et je travaille en électrophysiologie. Donc, partant de ce que je pense Chloé et Maxime étaient en train de dire, je suis très proche de ce que vous dites parce que du coup, je suis en train de travailler sur un aspect électrophysiologique qui est un proxy d'un concept qui est la mémoire. Et j'utilise l'outil optogénétique pour activer des neurones que je peux qualifier comme des neurones dopaminergiques, mais je ne suis pas sûr d'être en train d'activer que des neurones dopaminergiques. Donc, dans tout ce complexe concept, je peux dire que dans les études scientifiques, on peut que répondre à une question très précise et très spécifique à la fois. On ne peut pas vraiment créer un modèle complexe d'un concept qu'on ne peut même pas être mis d'accord à définir. Donc, quand on parle d'une conscience, le mot conscience pourrait avoir plusieurs définitions et toute définition, comme tout modèle, est incorrecte, mais il y a des modèles ou des définitions qui sont utiles dans des cas précis. Et partant de ça, je peux vous dire qu'il y a des gens dans le labo où je travaille qui travaillent sur la mouche, par exemple. La mouche a une centaine de milliers de neurones qui sont très bien mappés, donc avec la connexion entre les neurones, où on sait bien comment les neurones créent le réseau, et on ne sait pas comment la mouche fonctionne. Donc, comment on peut imaginer que, par exemple, l'abeille qui a 10 fois plus de neurones arrive à compter, il y a des papiers qui montrent ça. Si on part sur un mammifère comme la souris, encore 100 fois plus de neurones, encore une fois, on ne sait pas comment une souris fonctionne. Donc, imaginons 10 billions de neurones avec toutes les cellules autour qui sont en train d'activer et d'arrêter d'activer en permanence pour créer cet état qu'on qualifie comme la conscience. Comment on peut définir ça d'une manière globale? De mon point de vue, je considère qu'on n'est pas capable de faire ça. Du coup, pour aller encore plus en extrême, je peux que dire que moi, Fares, j'ai une conscience, mais je peux même pas dire que notre être humain en face de moi qui est en train de me parler aurait une conscience ou pas. Je ne sais pas. Mais pour l'utilité, pour pouvoir continuer de vivre, pour pouvoir continuer à fonctionner comme une société, je considère les autres êtres humains comme ayant la même conscience que j'ai. Comme ça, je peux interagir avec ces gens-là. Et je considère peut-être un autre mot, une pseudo-conscience chez les animaux que je peux qualifier avec des études
comportements ou d'électrophie qui sont des proxys de concepts que je peux qualifier comme des mémoires ou comme de la perception. Et comme ça, je peux continuer à vivre. Mais sans des définitions un peu que je donne pour pouvoir continuer, je peux considérer comme toute définition étant incorrecte et donc on ne peut jamais même définir la conscience, donc on ne peut pas la modéliser. Merci, je suis désolé de prendre tout ce temps-là. Merci, mais du coup, moi j'aime beaucoup ton intervention, c'est super. Mais du coup, j'ai une question quand même. Au niveau, par exemple, clinique, même si on ne peut pas la modéliser, du coup, la conscience, comment on appellerait justement l'activité cérébrale que l'on va observer chez une personne dans le coma, notamment dans ses potentiels évoqués? On va dire que c'est quoi alors, du coup? Que c'est relié à quoi? C'est un proxy de quoi, ça? C'est un proxy de l'activité neuronale de quelques neurones qui ont pu répondre à ce stimulus sensoriel. Donc, quand tu as appuyé sur la même note, les neurones ont répondu au début parce que du coup, c'était nouveau. Et au fur et à mesure, c'est devenu habituel. Donc, cette famille de neurones qui était en train de dire « Ah putain, il y a cette note-là, je dois dire qu'il y a cette note-là », ont arrêté de dire « il y a cette note-là » parce que du coup, c'est devenu du bruit blanc pour ces neurones-là. Et quand tu as appuyé sur une autre touche, ben, les neurones ont dit « Ah putain, ça c'est encore une fois quelque chose de nouveau ». Moi, je suis en train de travailler sur ça dans le concept de comment on peut encoder de nouveaux mémoires. Et donc, quand je mets la souris dans un nouveau contexte, elle va dire « Ah putain, ça c'est nouveau, j'ai jamais vu ça ». Dans mon hypothèse que je suis en train de faire, les neurones dopaminergiques répondent à la nouveauté et donc évoquent l'encodage de mémoire. Peut-être il y a ce type d'aspect où il y a un nouveau node, donc il y a un peu de dopamine qui a juste augmenté diminué le seuil où cette population de neurones vont répondre et ils ont répondu. Donc répondu, ça veut dire ils ont juste évoqué des potentiels d'action que j'ai vus sur un signal EEG. Mais donc, est-ce que ça a connecté tous les cortex ensemble pour dire j'ai entendu un nouveau note? Je considère qu'un patient en coma, non, il a pas vraiment compris qu'il y a une note et que c'était une nouvelle note. Comme j'ai dit, pourquoi on a besoin de définir la conscience? Pourquoi c'est intéressant de définir la conscience et de s'approcher d'une définition un peu plus correcte? On va dire, c'est juste pour des aspects légaux, tu vois, c'est pour dire, si quelqu'un a tué quelqu'un, est-ce qu'il était conscient lors de ce meurtre? Et si oui, donc je dois condamner ça. Est-ce que cette personne-là est en coma terminal ou en coma normal? Donc, est-ce que je dois le laisser en vie ou pas? Hormis ces questions légaux, définir la conscience ne sert à rien. C'est comme essayer de définir la vie ou l'amour. C'est des concepts qu'on essaie de définir juste, ou bien parce que c'est amusant d'essayer de définir ça parce qu'on est des êtres humains et on perd notre temps à faire ça, ou bien parce qu'il y a des questions légaux derrière. Mais c'est ce qui est marrant, c'est que quand je regardais le terme conscience, même dans le radical et dans l'origine du mot, il y avait déjà cette notion, et dans l'utilisation du mot, cette notion un peu légale, mais de la conscience. En gros, est-ce que je fais quelque chose? Est-ce que j'ai une bonne conscience après l'action que j'ai menée? Et c'est un peu ça, en fait, que tu es en train de soulever en disant, finalement, la conscience, on peut la jeter à la poubelle. Ça nous sert juste pour nous, parce que c'est un moyen pratique, humain, pour juger des gens que l'on estime mauvais ou pas. Et c'est marrant parce que ça rejoint vraiment l'utilisation originelle et un peu le sens de ce mot-là au départ. C'est drôle. En tout cas, merci beaucoup pour cette soirée. C'était vraiment très enrichissant. Merci à toi, Fares. Je crois, Fares, que tu as une question à ton approche dans le chat. Benjamin demandait si l'étude en électrophysiologie que tu fais sur les neurones dopaminergiques t'influe sur ta vision de la construction d'un modèle en neurosciences. J'ai pas retrouvé la question. Est-ce que l'étude que tu fais sur ta vision?
Ben, je pense que vu que j'ai avant avoir travaillé en neurosciences, je peux dire que oui, j'avais une vision un peu, on va dire, naïve de oui, j'ai essayé de convaincre tout le monde que ma propre définition de la conscience était la bonne. Et quand j'ai essayé de répondre à une simple question en électrophile, et ça m'a pris 2 ans et demi, et que je suis toujours en essai de résoudre cette question-là, je peux te dire que oui, ça a influencé, bien sûr. Ça m'a mis à ma place pour dire qu'on peut répondre à des questions simples d'une manière globale, mais on ne peut pas répondre à des questions globales d'une manière globale. Les questions globales, on ne peut que répondre d'une manière personnelle. Personnellement, je considère que moi, Fares Saek, j'ai une conscience parce que je connais ce que je ressens. Les gens que je connais, j'espère qu'ils ont une conscience parce que c'est beaucoup plus amusant d'interagir avec des gens qui ont une conscience. Mais plus que ça, je ne peux rien te dire. Merci pour ta réponse, Fares. Avec grand plaisir. Moi, j'ai une autre question parce que j'essaye de suivre les conversations écrites, mais c'est difficile en même temps de suivre ce qui se dit à l'oral. C'est Lucie, je crois. Je vois la conversation de Lucie et Benjamin sur le rôle des émotions. Et j'ai pas bien compris votre discussion. Est-ce que Benjamin ou Lucie, vous pourrez partager les questions que vous échangez à l'oral? Benjamin, Lucie? Alors, j'étais pas sur ce débat-là, mais je crois parce qu'il y a eu plusieurs discussions en même temps et Lucie parlait sur les deux. D'accord. Parce que j'ai vu émotion et le rôle des émotions qui a l'air d'être négligé, ça m'a surpris et j'avais envie d'entendre vos discussions en fait dessus. S'il y a un petit temps mort, moi je veux bien prendre la parole. Vas-y. Je voulais revenir sur la notion d'utilité de la conscience en fait dans l'évolution. Je pense qu'elle a une réelle utilité dans le sens où la conscience nous permet d'accéder justement à la conscience de notre inconscient, dans le sens où l'inconscient, c'est tout ce qui va régir nos automatismes, nos réactions à un stimuli réactions non contrôlées à un stimulus extérieur. Et il se trouve que y a une logique interne qui nous pousse à réagir d'une certaine manière, mais en prenant conscience, on peut réaliser que ce n'est pas forcément la meilleure méthode pour survivre dans un premier temps, être heureux dans un deuxième temps. Je trouve un exemple, mais par exemple, étant donné qu'on est énormément influencé par l'éducation qu'on a et l'environnement dans lequel on grandit quand on est enfant, ça nous impose des croyances, ça nous impose des fonctions des automatismes, des comportements qui ne sont pas forcément choisis dans la finalité. Et tout ça pour dire que par exemple, si on devient quelqu'un à travers notre vie, quelqu'un d'impulsif, quelqu'un de coléreux qui s'énerve et qui dans l'absolu se comporte mal en société et n'arrive pas à gérer une critique constructive ou voilà quelque chose comme ça. Peut-être que avec la conscience, du coup, cette personne-là, en prenant conscience de ce comportement qui est inconscient, qui est automatique, qui est impulsif, peut du coup évoluer dans cette voie-là et se dire tiens, j'ai envie de changer pour améliorer du coup d'un point de vue purement entre guillemets animal, ses relations sociales et donc sa survie. Donc voilà, ça c'est un exemple, mais je pense vraiment que la conscience donc voilà peut permettre vraiment de travailler en fait son inconscient, travailler ses automatismes, travailler on peut aller jusqu'à la personnalité de manière à devenir la personne qu'on souhaite et voilà en fait tout simplement atteindre des objectifs plus complexes que la survie en fait et du coup atteindre le bonheur et le bonheur qui en fait permet vraiment d'être dans une santé optimale et donc d'avoir une meilleure survie, selon moi, bien sûr.
Du coup, je trouve ça intéressant, Malo, parce que bon, forcément, je sens l'influence de la méditation et de tout ça sur ta vision. Est-ce que du coup, avec cette approche-là, tu considères qu'il y a, alors pas forcément, la question n'est pas forcément de savoir si tu es un dualiste affirmé, mais est-ce que tu considères que c'est possible qu'il y ait une part de la conscience qui soit au-delà de ce qui est physique et de ce que l'on peut démontrer avec les neurosciences, par exemple? Tout d'abord, je vais commencer par dire que justement, depuis que je médite, j'ai compris, j'ai réalisé une chose qui était que je sais des choses, il y a des choses que je ne sais pas, mais tout ce qui est dans le domaine de la croyance est inutile et en fait me limite dans ma perception du monde. C'est-à-dire que là, je vais pas pouvoir te répondre oui, il y a quelque chose au-delà de la biologie, ou non, il n'y en a pas, parce que je suis actuellement en questionnement là-dessus. Mais en tout cas, avant, je pensais que c'était purement lié à la biologie, que ça émergeait de notre cerveau, ça émergeait de la biologie. Et que donc, de façon proportionnelle à la complexité d'un réseau neuronal, on arrivait à développer une conscience plus ou moins complexe selon le continuum dont on parlait tout à l'heure. Maintenant, il est vrai qu'avec des expériences personnelles que j'ai vécues et des témoignages que j'ai entendus, j'ai de plus en plus tendance à croire, mais du coup, pas vraiment croire, parce que c'est une question que je me pose plutôt. S'il n'y aurait pas autre chose, si la conscience, elle viendrait pas d'ailleurs, qu'on serait des incarnations en fait biologiques. Et quelque chose qui me tend à pointer à ça, c'est-à-dire que parfois j'ai le ressenti d'augmenter énormément mes états de conscience lors d'une méditation et d'accéder vraiment à des extrasens, à des capacités extrasensorielles qui n'étaient absolument pas accessibles avant. Et en fait, une autre référence que je voulais citer, c'était les expériences extracorporelles que vivent par exemple des personnes qui sont en arrêt cardiaque et en signal zéro de cerveau, quoi. C'est-à-dire que les personnes meurent littéralement, le signal cérébral est à zéro. Et ces personnes-là, c'est des expériences de mort imminente. Alors voilà, je suis pas allé leur demander personnellement, c'est un reportage que j'ai regardé. Il est critiquable, bien sûr, mais en tout cas, d'après ces témoignages, ces personnes-là ont le ressenti de sortir du corps et d'avoir une omniprésence, une conscience beaucoup plus élargie, beaucoup plus épanouie, au-delà de la souffrance physique, au-delà des sens qui du coup sont réducteurs parce que la vision est du coup linéaire, elle est face à la personne, alors que là c'est une vision à 360, enfin globale. Et du coup tout des sens comme ça décuplés et même du coup la perte de notion de sens dans le sens où on peut percevoir absolument tout. Et donc ça aussi, ça me fait penser à croire que au final, on serait peut-être pas un être biologique qui, avec l'évolution, accède de plus en plus près à la conscience, mais plutôt une conscience qui, pourquoi pas, serait universelle, en fait, qui est incarnée dans tout, à partir du moment où il y a de l'énergie, où il y a de la matière, et qui, du coup, peut prendre conscience d'elle-même à travers des réseaux biologiques. Dans le sens où, au final, notre cerveau, ce serait pas quelque chose qui nous permet d'accéder à la conscience, mais quelque chose qui nous limiterait à cette conscience. Et que du coup, en travaillant, on peut enlever ces blocages qui sont en fait des croyances qui nous ont été un peu apprises pendant notre éducation, parce que moi, c'est personnellement ça qui m'a le plus freiné. C'était ce qu'on m'a expliqué de comment le monde fonctionne. Du coup, plus je réalise que plus j'enlève des croyances, plus j'enlève des freins, des blocages de vision du monde, plus je m'ouvre à des sens et à des perceptions beaucoup plus ouverte, beaucoup plus complexe, beaucoup plus subtile. Et tout ça pour dire que j'ai pas la réponse au fait qu'on soit dans la dualité ou juste quelque chose de biologique, mais en tout cas, en ce moment, je me questionne sur le fait, est-ce qu'on serait pas juste une conscience freinée par notre biologie et que à travers la méditation, par exemple, on pourrait accéder de plus en plus à cette conscience entre guillemets universelle. Moi, j'ai une question pour toi, Malo. Ouais. Je t'ai laissé terminer, mais je crois que... Alors, je me tais si Théo veut prendre la parole avec le micro. Parce que... Ouais, je suis désolé, j'ai fait mon speech. N'hésitez pas à... C'est même pas pour ça. Est-ce que vous m'entendez déjà ou pas? Ah oui, on t'entend. C'est Théo, c'est toi, c'est ça? Oui, c'est moi, oui. Je te laisse parler parce que... je voudrais rebondir justement sur ce qu'a dit Malo, parce que c'est très intéressant, cette idée que ça peut être travaillé finalement, construit, développer la conscience, parce que ça fait émerger peut-être d'autres dimensions.
là, l'idée de ce débat un peu, c'est de se demander en fait si les neurosciences elles peuvent, seules en fait saisir ce qu'est la conscience ou pas. Et je voulais peut-être apporter une dimension peut-être un peu plus constructiviste ou environnementaliste, je sais pas, parce que je me demandais, donc pour rebondir sur tout ça, si quelqu'un a jamais été éduqué dans sa vie, on va prendre l'archétype de l'enfant sauvage. Est-ce qu'il a une conscience, est-ce qu'il aurait une conscience comme on s'y attendrait en fait pour un autre être humain? C'est pour ça que je parlais de réflexivité dedans, parce que je me demande s'il n'y a pas un apprentissage aussi à ça qui est spécifique. Donc, est-ce que ce serait pas un mélange d'un héritage biologique, donc avec une vision développementaliste en fait, mais aussi une dimension peut-être sociale qui s'inscrirait dedans avec peut-être une déclinaison je sais pas, de sous-modules dans la conscience qui prendrait différentes formes, je sais pas. C'est super intéressant parce que je me trompe peut-être, mais d'après ce que j'ai cru comprendre, je sais pas si vous connaissez peut-être sur YouTube le mec qui s'appelle Sadhguru, c'est un Indien il me semble. D'après ce que j'ai compris, c'est quelqu'un justement qui a quasiment aucune éducation et qui a un peu découvert la vie à travers ses sens, à travers ses réflexions. Et justement, cette personne-là a une vision beaucoup plus ouverte et beaucoup plus, plus ouverte dans le sens où elle peut accepter des choses qui nous paraissent un peu, entre guillemets, psychées, de la réalité et de tout ça. Mais quelque chose d'intéressant aussi, c'est qu'en Inde, déjà dans l'hindi, on a pour décrire la pensée, pour décrire tout ce qui est conscience, il y a un nombre beaucoup plus important de mots que nous. Nous, on a conscience et encore penser, c'est pas la même chose, mais on a un vocabulaire extrêmement réduit, ce qui démontre en fait notre incompréhension de ce qu'est vraiment l'esprit. Et au final, quand on réalise que notre science, elle a 200, 300 ans, et que tout ce qu'il y avait avant, on l'a plus ou moins, mais c'est pas grand-chose par rapport à la culture asiatique qui a des millénaires de continuité et d'introspection. Moi, je pense que vraiment, pour répondre à ce genre de questions, non, les neurobiologies ne sont pas... la neurobiologie ne peut pas définir en elle-même la conscience, sachant qu'on n'est pas du tout dans les mêmes constats que 3000 ans de réflexion introspective en Asie et tout ça, quoi. Moi, la question en fait que je voulais te poser, Malo, c'est tout à l'heure tu parlais des expériences de sortie du corps extrasensorielle et donc de mort imminente aussi. Je sais, j'ai pas lu les papiers qui en parlaient, mais j'ai cru lire par contre des titres d'articles qui parlaient d'expériences où on essayait de mimer justement les expériences de mort imminente avec des drogues comme, je crois, diméthyltryptamine, DMT. Voilà, des choses comme ça. Mais du coup, des choses comme ça montre quand même, ça va un peu à contresens de ce que tu dis dans le sens où c'est très physique, quoi. C'est une molécule chimique qui induit un état qui est perçu comme étant un état extrasensoriel avec des capacités, voilà. Donc, tu vois, si tu vois ça comme une libération, comme le fait que au lieu d'induire une expérience subjective qui est purement créée par le cerveau, est-ce qu'au lieu de ça, ça te permettrait pas justement d'enlever tes freins qui te conditionnent en fait dans ta réalité extrêmement subjective pour le coup, et que tu accéderais à une réalité beaucoup plus omniprésente. Alors ça c'est possible, mais du coup, pour moi, ça demande beaucoup plus de preuves parce que c'est très spéculatif. Je sais pas si c'est une libération. Pour moi, c'est pas. Pour moi, c'est du coup un état peut-être même altéré du coup de ta conscience, altéré positivement. Enfin, altération quand même, c'est pas mal connoté négatif, mais qui altérerait ta perception subjective de la réalité. Mais des drogues ou des choses qui te permettraient d'altérer subjectivement cette perception-là, il y en a plein, sans nécessairement parler de, je sais pas si on dirait que c'est un état extrasensoriel, tu vois, nécessairement. Je suis pas sûr qu'il y ait besoin nécessairement de rajouter quelque chose d'autre que de la matière pour parler de ces expériences subjectives d'extrasensorialité. Tu vois, en fait, c'est pour ça que je te parlais de cet exemple de DMT. C'était pour dire que oui, d'accord, la personne subjectivement, et plusieurs personnes vont te dire on a vécu ça, comme ça, etc. Mais leur récit
n'est pas en opposition avec le fait que ce soit très concret, que ce soit très physique, matériel, palpable, et que ce soit même très lié à de la neurochimie, quoi. Enfin, tout simplement, c'est juste des molécules. Ouais, mais par exemple, tu vois, moi, quand je parle d'extrasensoriel, en fait, c'est la capacité de porter son attention sur justement des ressentis qui ne sont pas forcément obvious dans un premier temps, quoi. Dans le sens où le ressenti sensoriel le plus évident, c'est la vision. Après, je dirais l'audition et le tactile, tout ça, le goût, l'odorat, les classiques. Mais après, c'est une expérience personnelle, hein, mais personnellement, depuis que ce que je fais quand je médite, en gros, en résumé, c'est que j'intègre vraiment tous ces sens et je les fais passer en arrière-plan et je regarde si je ressens quelque chose en plus. Et ce que je ressens, en fait, c'est un peu de la vibration, en fait. Et quand on y réfléchit, notre monde, il est constitué de ça parce qu'il y a déjà une dualité onde-particule au niveau de la physique quantique, en fait, ce qui est une onde est à la fois en même temps un point quand on le mesure. Mais donc, la lumière, enfin le spectre en tout cas lumineux, qui va au-delà de la lumière visible, qui va des infrarouges jusqu'à l'ultraviolet, tout ça, ce ne sont que des ondes de base. Et pareil, nos neurones déchargent à des fréquences précises, il y a différentes oscillations, il peut y avoir différentes synchronisations entre différentes aires cérébrales. Au-delà de ça, on a un cœur qui bat, on a une respiration, tout ça, en fait, la biologie, pour moi, elle est vraiment basée sur des rythmes. Et ce qui est drôle, c'est que l'univers aussi est basé sur des rythmes. Tout n'est que rythme, en fait, dans notre monde. Et du coup, cette perception des rythmes, moi, j'ai vraiment l'impression que c'est justement une capacité extrasensorielle. Et après, là, je spécule, hein, mais pour moi, j'ai vraiment ressenti une augmentation de mon empathie envers les autres en méditant. Et pour moi, j'ai vraiment le ressenti de ressentir la vibration des autres, entre guillemets, quand ils vont bien, quand ils vont pas mal, même sans forcément les regarder. Mais vous avez déjà expérimenté ça, je pense, rentrer dans une pièce où il y a un malaise, où il y a comme une atmosphère, on parle d'atmosphère désagréable, on le ressent alors on est arrivé, on n'a aucun contexte, on n'a rien, mais on ressent quelque chose. Ou alors, parfois, il y a quelqu'un qui arrive et qui dégage vraiment quelque chose on a envie de sourire rien que quand la personne débarque dans la pièce. Je pense que ça, c'est vraiment une question de vibration. Et je pense qu'on s'est pas intéressé à ça dans un premier temps, parce que c'est pas ce qui est facilement accessible par nos sens. Et la science s'intéresse à ce qui est accessible à nos sens et leur augmentation. Donc, voilà, je pense que, enfin, quand je parlais d'extrasensoriel, je parlais principalement de ça, du coup. T'as deux personnes qui veulent te répondre, je crois. Il y a Benjamin et Antonin qui lèvent la main, je crois. Allez-y, les gars, hein, avec grand plaisir. Ouais, Antonin, tu veux parler en premier ou pas? Allô, vous m'entendez? On t'entend. Moi, je t'entends, ouais. Ok, moi je voulais poser la question sur l'extrasensoriel. Est-ce que le fait justement que tu arrives dans une pièce et qu'il y a un gros malaise et tout, c'est pas juste des processus inconscients que tu arrives à percevoir, mais pas quelque chose d'extrasensoriel, tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais tu les perçois comment alors? Tu les perçois, mais ils sont pas traités consciemment, mais t'as un peu qui s'échappe, tu vois, et du coup t'as une petite perception, tu vois. C'est Moi, je supraliminaire. suis d'accord que ce soit inconscient, mais extrasensoriel dans le sens où on peut pas l'expliquer avec les sens classiques de vision et tout, quoi. Ok. Et du coup, ouais, pour moi, tu vois, on a tous un peu une fréquence vibratoire qui dépend énormément de notre humeur, de notre mood. Il y a déjà des expériences qui démontrent la cohérence cardiaque. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais en gros, notre cœur, il bat à un certain BPM. Et en général, on mesure ce BPM sur 10-15 secondes. Mais quand on a des appareils de mesure très précises, on réalise que le BPM, en fait, il peut varier de 80 à 120 BPM en l'espace de quelques secondes si on prend une échelle de mesure beaucoup plus courte. Et en fait, cette variation de rythme cardiaque va énormément influencer notre émotion, notre humeur. Et moi, je pense que ça influence également cette énergie, enfin cette vibration, du coup, qui serait du coup perceptible par notre conscience, mais du coup, si on y fait attention, dans le sens où si on porte notre attention dessus, on peut le percevoir consciemment. Mais si on ne la porte pas dessus, c'est perçu inconsciemment, et du coup, on ressent juste un malaise, on ressent une empathie des autres. Ok. Mais bien sûr, c'est que mon avis.
Oui, voilà, c'est ça que j'allais dire. C'est que, en fait, je rentre totalement en empathie avec ce que tu dis, pour le coup. Je trouve que c'est touchant, c'est agréable d'entendre ça, et parce que je pense que c'est vrai, c'est l'expérience qu'on vit tous, donc on comprend quand une personne n'est pas bien, on la ressent, etc. Mais c'est vrai, comme tu dis, c'est ton avis. Et puis, je trouve que ce qui est dommage, c'est que voilà, ça manque de cadre scientifique. Tout à fait. C'est extrêmement personnel, hein, pour le coup. Et c'est ça un peu qui dérange. Bon, après, du coup, c'est intéressant parce que ça répond à la question de est-ce que ça répond là concrètement, est-ce qu'on peut expliquer la conscience avec les neurosciences uniquement ou pas? Ben là, toi, c'était clairement pour toi, pour toute personne qui aurait cette dimension-là dans la compréhension de ce que c'est que la conscience, pour elle, la neuroscience, les neurosciences ne suffiront jamais, même peut-être. C'est pour ça que je vais faire quand même des neurosciences sur la méditation dès mon stage là, de Master 2. Ah ouais, Comme ça, je vais voir ce que je peux trouver de ce côté. Tu commences en janvier en plus, c'est ça? Ouais, là, dans un mois et demi, je te trompe. Ok. Enfin voilà, c'était la petite parenthèse spirit. Du coup, oui, je crois que Antonin. Voilà. Je crois que Antonin voulait prendre la parole en réponse à Malou aussi. Je t'en prie. Antonin, si tu es toujours là, on t'entend pas. Bah, essaye de régler Antonin et si ça. Enfin, que ça. Juste pour répondre à Théo, en vrai, si tu dis que la conscience, elle a un substrat neurobiologique, il y a forcément une évolution. Pour répondre à ta question... c'est évolution. Ah, vas-y, je te laisse parler d'abord. Ah, vas-y. Alors non, mais non, parce que c'était pour répondre à ce que tu as écrit. Donc, vas-y. Bah, pour moi, il y aurait deux dimensions, mais je sais pas dans cette situation. C'est qui fait un écho comme ça? Ton micro, il bug de ouf. Sinon, je vais l'écrire. En fait, non, mais il n'y a pas quelqu'un d'autre qui a un micro activé? Moi, j'ai mon micro. Est-ce que ça marche là? Ah ouais. Ouais, nickel. Ah. Bon, bah, mais peut-être Maxime, coupe ton micro, je sais pas si c'est toi qui fais l'écho. Ouais. Ah oui. Du coup, ce que je voulais ajouter à ce que... Alors, Malo, c'est ça ce que tu dis. Je pense que... Alors, je suis moins dans dans cet esprit un peu spirituel et tout ça. Mais je pense que c'est pas que les deux sont pas exclusifs. C'est-à-dire que ce qu'a dit Benjamin tout à l'heure, il me semble, je suis assez d'accord avec ça. Quand tu reprends l'exemple où quand tu rentres dans une pièce et que tu sens qu'il y a une mauvaise ambiance, pour moi, tu reçois un certain nombre d'informations qui vont être visuelles, mais tu n'y portes pas attention. Et donc, du coup, tu vas avoir des traitements dans ton cerveau qui vont faire que tu vas savoir qu'il y a une mauvaise ambiance, mais tu n'as pas eu conscience d'avoir traité cette information. Et donc, quand tu dis tu fais de la méditation et donc tu as l'impression d'avoir accès à des capacités extrasensorielles, peut-être qu'en fait, avec de l'entraînement, et ça, c'est assez étayé scientifiquement, peut-être qu'avec de l'entraînement et de la pratique, tu arrives à te rendre un petit peu plus compte de certains processus qui se font inconsciemment. Ouais, ça me semble tout à fait logique. Mais alors l'histoire de dualité onde particule, par contre, je suis pas vraiment d'accord parce que je pense que physiquement ça tient pas debout. Mais après c'est mon avis assez cartésien pour le coup. Mais voilà, c'est plus cette idée qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent à tout moment. Alors, quelqu'un qui parlait de théâtre, de notre théâtre sensoriel à un certain moment. Je pense qu'il y a un très grand théâtre sensoriel, il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a beaucoup de processus internes, de représentation qu'on se fait. Et en fait, une grande partie de la recherche en conscience et en attention, notamment, c'est de savoir quel est le stimulus qui arrive à notre conscience. Et donc ça, ce serait plutôt au niveau du ganglion de la base que ça se passe. Il y a la compétition de toutes ces informations sensorielles et de tous ces pré-traitements. Et quel est le plus important parmi ceux-là? Quel est celui qu'on veut faire passer à la conscience et quel est celui qu'on veut amener plus loin dans notre réflexion
et qui va nous servir le plus. Alors peut-être que via la méditation, tu arrives un petit peu à altérer ce processus aussi. Voilà, c'est bon, je sais pas si c'était clair, mais c'est ce que je pense. C'est extrêmement clair. Dans la continuité de cette question-là, il y a une autre approche qui consiste à dire que la conscience serait un processus avec des corrélats neuronaux, mais qu'au final, ce qu'on appelle conscience, qui nous semble être non matériel, en tout cas ce qu'on n'arrive pas à percevoir avec des expériences, serait en fait des sortes d'hallucinations, des sortes d'illusions en fait qui seraient créées et qui seraient du coup perceptibles, enfin qui expliqueraient entre guillemets la subjectivité, et ce serait une façon entre guillemets de régler ce problème-là et cette question-là. Ce serait de dire qu'effectivement on aurait d'un côté les substrats, et donc c'est ce qu'on arrive à voir en neurosciences, et tout ce qui est du coup plus percept, plus ce qu'on appelait ce que je décrivais plutôt comme les qualia, etc., seraient des illusions qui seraient créées du coup par notre cerveau, mais qui seraient du coup, enfin ce qui expliquerait que ce soit perceptible que par nous, et qui expliquerait aussi qu'on n'arrive pas à démontrer ces choses-là de manière matérielle. Du coup, la question que je me posais par rapport à la réflexion que tu faisais, Malo, c'est est-ce que finalement l'état méditatif, l'exercice de méditation, dans ce cas-là, ne serait pas juste une façon de se rendre plus sensible à ces sortes d'illusions, à ces perceptions qu'on a qui sont créées en quelque sorte. C'est extrêmement intéressant ce que tu dis, parce que justement le but de la méditation, c'est d'en prendre conscience, de porter son attention là-dessus pour arriver à aller au-delà et en fait s'en détacher. Parce que, comment dire, c'est vraiment... on réalise vraiment à quel point notre réalité est biaisée et subjective par nos croyances, par ce qu'on pense. Et je le vois de plus en plus, par exemple, quand j'écoute deux personnes discuter, parfois on voit que le ton il monte parce que il y en a un qui a subjectivement perçu que l'autre commençait à monter le ton, et ça a fait un engrenage comme ça, et il s'embrouille en fait, alors qu'il n'y a pas de sens au départ, il n'y a pas de volonté d'eux. Et en fait, comme on peut le percevoir chez les autres, j'ai l'impression qu'on peut le percevoir chez soi, que parfois, et ben justement, on perçoit les choses émotivement et de manière subjective, alors que c'est pas forcément la réalité, la vérité objective des choses. Et pour moi, ça permet vraiment justement de se porter son attention là-dessus pour s'en détacher et être plus clair, avoir plus de clarté dans la perception du monde. Ouais, je vais répondre au passage, parce que j'étais partie pour répondre à l'écrit, mais voilà, je vais répondre à Lucie. Du coup, effectivement, oui, les illusions reposent aussi sur des bases neurales. C'est vrai que nous, on le voit, on travaille encore sur ces choses-là. Là où ça se rapprocherait, du coup, effectivement, des illusions, c'est que on a vu que les illusions d'optique, par exemple, sont également des phénomènes qui sont très subjectifs. Si on regarde une illusion d'optique, on va pas comprendre l'illusion ou saisir l'illusion de la même façon qu'une autre personne. Ça va être une expérience qui sera vraiment très subjective. Et là-dessus, ça se rejoint assez sur ce qui est illusion visuelle, etc. Ouais. Je peux un peu réagir là-dessus ou pas, du coup, si vous m'entendez? Avec grand plaisir. Ouais. Ouais, du coup, je pense qu'en fait, pour moi, en fait, la conscience, ça constitue quand même une grosse illusion, à mon sens, parce que tout ce qu'on peut penser, en fait, c'est un peu... Enfin, pour moi, la meilleure définition que je me ferais de quelqu'un qui est conscient, c'est on a quelque chose de biologique dans notre cerveau qui nous permet de nous créer nous-mêmes des hallucinations sensorielles. C'est-à-dire que, par exemple, quand on parle, quand on réfléchit, j'imagine qu'on a un peu tous le même fonctionnement, c'est-à-dire qu'on va avoir une espèce de voix dans notre tête où on sent qu'on réfléchit quelque chose, et cette voix, elle est peut-être, c'est quelque part une hallucination sensorielle. C'est très dur de réfléchir en ne se basant pas sur nos 5 sens, en fait. Donc, pour moi, si on devait faire une espèce de schéma, il y aurait une zone du cerveau qui serait responsable de créer des hallucinations sensorielles pour qu'on puisse avoir des représentations internes de quelque chose sans pour autant avoir les stimuli.
Et c'est ça qui nous qui différencierait, qui permettrait aussi d'avoir des nuances et une gradation dans les consciences. Là où la souris, par exemple, moi je travaille avec les souris, donc je vois à peu près de quoi c'est capable. Une souris, bon, à mon avis, elle n'a pas trop cette représentation interne qui est possible, ce recul sur ses sens. Par contre, un primate va tout de suite avoir quelque chose qui va pouvoir créer des hallucinations sensorielles assez complexes tout de même. Et en mêlant ça avec la mémoire, le fait qu'on puisse à la fois piocher, à la fois créer des hallucinations auditives, pas forcément auditives, mais des hallucinations sensorielles, en prenant en compte ce qu'on a comme perception à un moment T, la mémoire et donc l'expérience dont on dispose à un moment T, et le contexte et notre émotion à un moment T, je pense que ça suffit pour définir une sorte de conscience et de libre arbitre, un peu d'illusion, mais